life was like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien. Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop And Love. Chronicles. Salut tout le monde, c'est l'épisode 11 de The Pop and Love Chronicles. Je suis Julien et je suis avec Eugénie. Salut Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu? Bah ça va. Et toi, comment ça va? Comment vas-tu dans ce Vénus rétrograde? Oui, non mais il faut remettre cet enregistrement d'épisode dans son contexte. Les gens qui vont écouter ça dans un an ou plus ne vont pas comprendre. On est en pleine Vénus rétrograde, les amis. On enregistre cet épisode fin mars 2025. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas versées en astrologie, ça va vous faire bizarre. Mais c'est une conversation qu'on amène souvent dans nos échanges et nos interrogations. Donc ouais, on est en pleine Vénus rétrograde, couplée d'un Mercure rétrograde. Et normalement, ça devrait aller mieux là, parce que nos rétrogrades vont passer en Poisson après avoir transité en Bélier. Donc on va avoir quelque chose de moins inflammé dans les échanges, dans les compréhensions, quelque chose de plus apaisé, voire de plus flou, parce que le Poisson c'est ça aussi. Donc à voir sur les 15 prochains jours. On vous fera un Pop and Love, pas un Pop and Love, on vous fera un astro-coaching, parce qu'on en a déjà fait 2. Et on en fera un bilan un peu de la fin de cette période, je pense. Si c'est dans 15 jours, on verra s'il y a besoin d'en faire un entre. C'est pertinent parce qu'il y a une éclipse qui arrive là. Et puis il y a... En fait, on mélange tout. Hein. Normalement, il ne faudrait pas qu'on vous parle de ça dans les Pop and Love. C'est pas le même propos, mais... on a une éclipse qui arrive le 29 et on a Neptune qui rentre en Bélier à la fin du mois. Et ça, c'est un gros truc. Hein. Ça arrive pas souvent. Que Neptune change de signe... mais là en plus ça fait longtemps que c'est pas passé en Bélier, donc ça va être un gros changement. Alright, bon, restez au courant, Insta et compagnie pour voir ce qu'on va vous proposer sur ces sujets-là. Ça remue énormément depuis un mois là, on va dire. Le mois de mars est incroyable, dans ses hauts, dans ses bas, dans ses clarifications et dans son masculin. Et on a envie de parler sur ce thème du masculin ce soir, en lien avec une série, parce qu'on est dans The Pop and Love, qui s'appelle Adolescence. Et attention, spoiler alert, on va révéler plein de trucs, comme d'hab. Eugénie va vous faire un résumé de la série, et quand on va en parler, on va parler de tout ce qui s'y passe dans cette série de 4 épisodes. Donc c'est le bon moment pour vous arrêter, pour la regarder, et de revenir ensuite dans l'épisode. Mais ça, c'est Eugénie qui va vous en parler. Alors, Adolescence, on l'a regardé hier, on l'a binge-watché. Alors après, c'est une mini-série, comme l'a dit Julien, de 4 épisodes de à peu près 1 heure chacun. Donc ça se regarde assez rapidement. Et je crois que c'est le premier épisode qu'on a regardé en 2 fois parce qu'on a commencé à le visionner plutôt tard, le premier soir. Et le lendemain, on a visionné le reste de l'épisode et les 3 suivants. C'est une mini-série britannique qui vient de sortir. Elle est sortie le 13 mars 2025, donc. Et... l'histoire s'étend sur plusieurs mois et suit Jamie Miller, qui est un adolescent de 13 ans, qui est accusé de meurtre sur une de ses camarades de classe. Donc on suit sa famille, on suit sa psy, on suit l'inspecteur qui est chargé de l'enquête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un format assez particulier, pas spécifiquement parce qu'on est sur de la mini-série de 4 épisodes, ce qui est probablement assez rare dans le paysage des séries d'aujourd'hui, mais parce que chaque épisode est un plan séquence. Pour les personnes qui sont pas familières avec le vocabulaire du cinéma, un plan séquence, c'est le fait que la caméra ne coupe pas pendant un certain laps de temps. Donc quand on dit que les épisodes eux-mêmes sont des plans séquences, ça veut dire que du moment où l'épisode s'ouvre, la caméra filme non-stop jusqu'à la fin. Donc on avait un petit peu cet effet-là sur des films comme Birdman, avec Michael Keaton, si je dis pas de bêtises. C'était pas vraiment un plan séquence en soi, parce qu'il y avait des ruses dans le montage, avec des passages en noir qui permettaient de, par exemple, changer la caméra, les jours de tournage et tout. Mais là, sur cette mini-série-là, on est vraiment sur du plan séquence sans trucage. Donc c'est assez intéressant parce que
On n'a pas eu beaucoup de temps pour se pencher sur comment la série a été faite, vu qu'on l'a vu genre hier, et qu'on enregistre l'épisode aujourd'hui. Mais on a vu que effectivement, non seulement on l'envisageait déjà, mais dans le pratique, il fallait tout chorégraphier, sachant que les plans séquences dans chaque épisode ne se limitent pas nécessairement à filmer une seule pièce et 2 protagonistes. Notamment, dès le premier épisode, le ton est donné parce que on commence avec la police, l'équipe de police qui intervient pour arrêter l'adolescent chez lui, les déplacements de la caméra dans la maison, les échanges entre les différents intervenants, et puis on monte dans un véhicule de police qui nous emmène jusqu'au commissariat. Il y a vraiment de la chorégraphie là-dedans, avec, pour les gens qui sont intéressés à ce qui peut se passer du coup dans la préparation de ce genre d'œuvre, on va dire, des vrais moments où tu sors un tout petit peu de l'intrigue pour te dire mais comment ils ont réussi à faire ça ? Comment est-ce que soudain on est dans une voiture et le caméraman il est passé par la fenêtre ? Et donc rien que pour ça, cette série a déjà de très bons retours, mais du coup, pas que. Alors c'est le moment où on fait un petit disclaimer. Évidemment, on va tout vous spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série et que vous comptez la voir, arrêtez-vous maintenant. Mais également, on va parler de sujets extrêmement sensibles, de violence, de meurtre, etc. Donc si ce sont des sujets qui vous trigger warning, cet épisode peut être un peu sensible pour vous. Et également, parce que c'est très en lien avec ce que j'ai vécu, Eugénie aussi, dans Réveiller, dans les accompagnements, dans les libérations émotionnelles, on va pas forcément là vous proposer du PKS sur ces sujets parce que ça demande de venir déjà dans un espace de coaching sur des sujets lourds, sombres, et que vous avez besoin d'être accompagné, de faire le chemin pour ça, et que quand vous venez dans un accompagnement à nous, il y a tout un processus, il y a de l'énergie échangée, il y a de la compréhension, il y a une même grammaire, un même langage, et vous n'arrivez pas comme ça de but en blanc pour faire des libérations émotionnelles comme j'en ai fait une par exemple cet après-midi avec une de mes clientes. Ça se fait par étapes, ça se fait progressivement. Et donc là, sur des sujets, en fait, comme on va aller parler dans les ombres autour du masculin, autour de l'abus, autour des frontières envahies, autour de se faire respecter, autour de tout ce qu'on a pu vivre peut-être dans nos lignées ou dans notre vie avec des incestes ou toutes sortes d'envahissements de l'intime par l'énergie du masculin. Évidemment, ça se fait pas comme ça à la volée, ça se fait assez facilement avec un PKS, avec les outils qu'on a, mais ça se fait dans un espace de conscience où vous avez choisi de le faire. Évidemment, il n'y a pas de hasard si vous venez et vous écoutez cet épisode, c'est qu'il y a déjà des résonances, mais faites-le pas plus loin si vraiment vous voulez travailler là-dessus, dans un espace soit thérapeutique, psychanalyse, psychiatre, psychothérapeute, ou après des sophrologues, ou après toutes les personnes que vous estimez justes et qui vous appellent, ou dans un espace de coaching comme les nôtres, mais nous c'est autour du business et de l'entrepreneuriat surtout. Donc quand les personnes viennent, c'est aussi pour mieux travailler dans leur activité, mieux la développer, et effectivement on va aller voir des trucs hyper personnels et sensibles, mais parce que ça les freine concrètement dans leur réalité. On aura l'occasion d'en parler. Donc tout ça est vraiment très relié, et c'est ça je trouve l'originalité de Réveiller nos accompagnements, c'est qu'on va les travailler dans des choses qui n'ont rien à voir, mais qui vont agir sur ton business, sur le développement de ton activité, sur les opportunités que tu vas recevoir et sur l'argent que tu vas gagner. Et moi j'ai vu plein de choses ce mois-ci justement en lien avec le masculin, les frontières, et ça avait tout à voir avec mon perso, et le miroir a été dans le pro également. Donc c'était vraiment passionnant. Oui, effectivement, la porte d'entrée en ce qui concerne nos accompagnements, c'est le business. Et après, ça nous invite à voir d'autres choses et d'autres voies pour éclairer certains blocages qui se présentent dans le business, mais souvent pas que, évidemment. Mais par contre, si vous vous retrouvez avec cet épisode, j'allais dire entre les mains, mais plutôt dans vos oreilles et dans votre environnement, et que cela vient déclencher quelque chose chez vous, de refoulé ou de connu, mais qui n'a jamais été processé dans un contexte où vous étiez entouré, l'invitation, c'est évidemment de vous rapprocher de votre médecin traitant, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un thérapeute conventionnel, ou si ça vous parle, d'un thérapeute complémentaire. Mais ne restez pas isolé, surtout si vous voyez que ne serait-ce qu'entendre parler des thèmes qu'on va aborder ce soir vient vraiment réveiller quelque chose chez vous. C'est important d'entendre ces signaux-là et de ne pas rester isolé là-dedans.
Fait. Et je trouve que c'est aussi très en lien avec, pour moi, mon apprentissage avec un masculin de plus en plus guéri, même si les blessures sont là, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Mais la cicatrisation avance beaucoup dans ces périodes accélératrices comme celle qu'on vit en mois de mars. Et dans l'idée d'aller re-questionner les frontières, là où on les a laissées ouvertes, comment on va fermer ça, comment on apaise ça, comment on comprend ce qui s'est passé et comment on a été soit abusé, soit l'abuseur. Et en particulier du côté du masculin où c'est très facile d'envahir et d'abuser parce que c'est cette énergie du yang qui va vers l'extérieur et on prend de la place et on envahit. Donc souvent on va le faire même sans nous rendre compte de cela. Il s'étouffit, pardon. Et du coup, même sans s'en rendre compte, le masculin, comme il a en plus des problématiques d'éducation, d'apprendre dès le plus jeune âge à contrôler cette énergie d'envahissement, cette énergie qui prend de la place, et bien très vite on peut se retrouver à faire des comportements très toxiques, nuisibles pour le féminin, pour l'environnement. Et on va en parler, et la série elle reliait aussi à ça, à comment on éduque un jeune garçon de nos jours avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut y trouver. Waouh, c'est quelle grande responsabilité aujourd'hui que d'éduquer un enfant. Une fille évidemment aussi, mais un petit garçon, il y a énormément aussi à faire, et c'est tout le sujet de la série Adolescence. Ouais, je trouve que déjà ce qui est intéressant, c'est de bien clarifier qu'il y a les hommes / les femmes et le principe masculin / le principe féminin. On va essayer au mieux dans cet épisode de bien faire la distinction entre les deux, parce qu'on ne parle pas exactement de la même chose, et on est bien au courant que ça va venir gratter certaines personnes, ne serait-ce que de faire la distinction. Donc le but n'est pas de vous attaquer, ou que vous vous sentiez attaqué, mais il n'est pas impossible que le simple fait que l'on parle de ces deux énergies viennent réveiller déjà des choses chez vous. Mais on va être obligé d'en parler sur cet épisode-là parce que c'est le propos. Donc on ne peut pas passer à côté. Mais ça va vous faire du bien. Essayez d'entendre la conversation et enfin, ça va vous faire du bien, j'espère. Et si ça ne vous fait pas du bien, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir aussi. Tout est cadeau, même mal emballé, comme tu le dirais, Julien. Essayez d'entendre cette conversation et d'être curieux et curieuse de ce qu'elle peut vous procurer comme sensation et comme impression. Et on peut mettre le yin pour le principe féminin et le yang pour le principe masculin si on veut un peu dégenrer tout ça, mais après pour moi c'est des étiquettes, c'est des mots, on s'en fout quoi. Mais ça ne satisfera pas quelqu'un qui justement ne veut pas rentrer ou est contre la case, tu vois. On a eu ces conversations-là, on les a de façon très récurrente parce qu'on travaille beaucoup avec ces principes-là du féminin et du masculin, et il y a pour certaines personnes, il y a une vraie intention de ne pas diviser entre ces deux énergies, et que les femmes ne sont pas que féminines et ne sont pas habitées que par le principe féminin. Alors évidemment pas, parce qu'il y a aussi le principe masculin, mais une femme peut être tout aussi forte qu'un homme. Et on va pas rentrer forcément dans ces débats-là aujourd'hui. On va juste archétypalement parlant, se baser sur le matériel qu'on a et qu'on utilise aussi dans nos accompagnements, à savoir que certains principes sont liés au féminin, certains principes sont liés au masculin, et que nous sommes un mélange des deux, avec a priori une plus forte proportion du principe féminin chez une femme et une plus forte proportion du principe masculin chez un homme. Voilà. Et même si on peut retrouver aussi ça chez des hommes comme moi, j'ai une grande dominante aussi yin, et c'est une force que j'utilise au mieux. Et l'idée c'est que c'est toujours les deux, hein. Il n'y a pas de yin sans yang, il n'y a pas de féminin sans masculin, donc on va pas les séparer, ça sert à rien. Mais si déjà vous êtes en train de rejeter l'étiquette, ou en tout cas la grille de lecture, c'est pas la grille de lecture le problème, c'est ce que ça vient révéler de vous, comme toujours. Ce qu'on pourrait dire autre, c'est pas le ouais mais t'aurais pu dire ça comme ça et tout, non, il y a quelque chose derrière, et c'est ce qu'on offre nous dans nos accompagnements, c'est des compréhensions, c'est des grilles de lecture beaucoup plus profondes, et t'expliquer que dans notre paradigme, ce que tu manifestes, c'est le miroir de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Donc si tu as des problématiques avec ton masculin, ton féminin, tu vas les voir en miroir dans les expériences que tu vas vivre. C'est tes ombres qui sont projetées à l'extérieur et que la vie te montre et que tu peux accueillir ou rejeter, comme rejeter nous, l'épisode, ou d'autres personnes, ou ce que tu veux. Il
Il y a plein de choses à éclairer, mais bon, voilà. On va pas avancer plus là-dessus, mais tu vas voir, il y a des choses qui vont bouger déjà juste en écoutant, mais les personnes qui viennent à nous ont cheminé déjà par rapport à ça, donc c'est pas vraiment un sujet en vrai pour vous. Puis peut-être elles commencent à avoir l'habitude aussi, hein, même celles qui sont moins d'accord avec ça. C'est bien, ça fait 15 minutes qu'on est en train d'essayer de défendre ce qu'on va dire dans cet épisode. Très grosse introduction. C'est un sas d'entrée, voilà. Très grosse introduction, parce que vous l'aurez compris, on a à cœur que personne ne se sente attaqué. Après, si ça frotte, c'est pas vraiment nous, les amis, c'est pas vraiment nous. Et c'est pas notre responsabilité. De toute façon, on peut pas. Ça vous appartient. Mais c'est un beau cadeau de se dire ça m'appartient et comme disait Julien, c'est une projection. C'est la projection comme sur un écran à l'extérieur de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et comme vous ne pouvez influencer que ce qui vous concerne, c'est une belle invitation à ce que je vois très fort à l'extérieur vient me dire quelque chose que je ressens, mais peut-être que je me cache ou envers lequel je suis dans le déni très fort à l'intérieur de moi. Ok ? Et pour terminer, vous êtes des merveilleux cadeaux de la vie, donc tout va bien. Vous pouvez être des abuseurs, vous pouvez être abusé, envahir, être toxique sur plein de schémas, plein de comportements. Génial. Vous êtes des merveilleux cadeaux de la vie. Les comportements, on peut les transformer. Et si vous voyez ça avec honnêteté et envie de transformation et d'évolution spirituelle et humaine, c'est tout cadeau. Je fais que ça tous les jours. Qu'est-ce que c'est puissant que de m'offrir ces miroirs-là et de me dire « Ah, j'avais ça en moi ». C'est que des nouvelles parts de moi que je découvre. C'est l'expérience avec Julien que je fais au quotidien, que je découvre sous plein d'aspects différents. Et par moments, on me surprend en bien, par moments, on me surprend en mal. Et il n'y a pas de bien ni de mal, mais en quelque chose, voilà, dans un contexte qui va pas être très chouette et dans un autre contexte qui va me servir. Et je vais voir comment je vais jouer avec ces curseurs au mieux. Et c'est ce qu'aide à accueillir le PKS, c'est toutes ces parts d'ombre. Comme ça, on peut ensuite les utiliser dans des espaces les plus adéquats pour cela. Adolescence, Eugénie. Alors, adolescence, c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai lu, dans le peu de recherches que j'ai pu faire, entre le visionnage et l'enregistrement de cet épisode, j'ai lu le commentaire de quelqu'un qui disait votre petit garçon parfait. Ce que nous montre la série, en fait, c'est que votre petit garçon parfait et angélique peut être le monstre de quelqu'un. Et je pense que c'est tout le sujet. Je vais tousser un peu, je sens que ça monte, je vais couper mon micro. Julien, je te laisse continuer. Ça marche. C'est génial. Parce qu'en fait, c'est toute histoire de contexte. Parce qu'on peut voir un petit garçon qui a l'air bien sous tout rapport, comme dans la série, et qui vient se faire choper à 6h du matin, au pied du lit, par la police. Et là, on apprend en fait au fur et à mesure que c'est un meurtrier. Alors au début, on se dit, mais attendez, il doit avoir des problèmes, il doit avoir une erreur, ils vont nous révéler quelque chose. Et puis au fur et à mesure, on découvre que non, absolument pas. Et c'est justement le monstre qui se cache en chacun et chacune de nous, parce qu'on a une bête à l'intérieur de nous, et c'est ok de la reconnaître. Mais si on ne la reconnaît pas, et si elle n'est pas prise en charge au plus tôt, eh bien elle peut en arriver dans des pulsions à tuer, violenter, violer, et toutes sortes d'ombres très très sales humaines, mais qui sont aussi là pour être accueillis et transformés. Donc des séries comme ça nous offrent l'occasion de se dire, regardez, on ne dit pas que tous vos petits garçons sont potentiellement des tueurs en série, mais qu'il y a une attention et une vigilance particulière à mettre sur ces enfants, mais ça peut être des enfants et des filles aussi, mais en lien avec ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Surtout dans une société où le téléphone portable, où Internet, le monde, toutes ces choses sont à portée de clic d'une facilité incroyable. Et c'est ce qui se montre dans cette série, c'est que dans le contexte, on peut avoir un petit garçon qui a l'air génial et que ses parents adorent, et que d'un autre côté, il y a un meurtrier. Absolument. Alors, évidemment, on vous fait des spoilers, mais on le voit également assez rapidement dans la série, puisqu'ils arrivent assez rapidement dans le commissariat avec les images du meurtre de la jeune fille. On se rend compte dès le premier épisode que effectivement c'est lui. Ce qui est intéressant, entre autres choses, avec cette série, c'est que c'est une série qui vient explorer le pourquoi et comment, mais qui ne nous donne pas de réponse. Vous voyez, on n'est pas guidé vers des conclusions. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. On accompagne certains protagonistes. On voit dans le premier épisode, par exemple, le contexte familial dans lequel cet enfant semble avoir été élevé. On voit les deux parents, on voit la grande sœur. Ça suit toute son arrestation et tout son interrogatoire dans un premier temps. Et ensuite, le deuxième épisode se passe 3 jours plus tard, si je dis pas de bêtises. L'équipe d'enquêteurs va à l'école parce qu'ils sont en train de chercher le couteau qui était l'arme du crime pour intervenir dans les classes. Donc on voit le contexte scolaire.
On voit les amis de Jamie, on voit les harceleurs, on voit les harcelés, on voit les amis de la fille qui a été tuée. Dans le 3e épisode, c'est presque un huis clos entre la psychologue et Jamie. Donc là, on est dans un contexte non pas d'interrogatoire, mais de séance, où elle essaye lors d'une dernière séance avec lui, de juger de son jugement, sa capacité à avoir un bon jugement. Alors, je sais pas comment on traduirait ça en français. Évidemment, nous, on l'a vu en anglais avec les sous-titres, ce qu'on vous conseille toujours. Et puis, le 4e et dernier épisode a lieu, je crois, 13 mois après le premier. Oui, c'est ça. Le jour de l'anniversaire du père de famille, et suit de nouveau la famille, mais sans Jamie, qui est du coup emprisonné. Et sur cette journée particulière pour le père, mais qui finalement est complètement teintée du fait que ils soient connus maintenant là où ils habitent, que le procès est en train d'avoir lieu, si je me souviens bien, et que ils ne peuvent pas mener une vie normale là où ils habitent. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de suivre l'enquête telle qu'elle. Au pire, au plus précis, on suit l'équipe d'enquêteurs qui intervient à l'école. Mais en fait, ce qui nous saute aux yeux, c'est pas tellement l'affaire en elle-même. Tu te souviens, quand on a regardé le 2e épisode, ce qui nous a sauté aux yeux, nous, c'est le contexte scolaire. Comment ça se passe dans les classes, le comportement des professeurs, le comportement des élèves, les crises de nerfs des uns, le harcèlement des autres. Et on vient vraiment pas suivre une piste de détective, mais on ouvre un champ qui nous fait nous questionner, nous, sur si on est parent, le contexte dans lequel nos enfants sont élevés qui ne se limite pas à comment sont-ils élevés dans le foyer, mais également dans toutes les structures qui les entourent. Et si on n'est pas parent, vient nous ouvrir cette problématique, déjà, et puis ne serait-ce que penser à la technologie et ce qu'elle peut cacher. Et littéralement cacher, parce que par exemple, quand intervient ce second épisode et qu'on nous explique qu'il y a des codes spécifiques avec les emojis sur Instagram, selon la couleur par exemple du cœur que tu utilises pour les adolescents, cela voudrait envoyer tel ou tel message. Moi, j'étais absolument pas au courant. Je n'utilise pas Instagram de cette façon, et c'est bien là tout le propos également, et je crois que c'est une conversation millénaire. Ce n'est pas l'outil le problème, c'est ce qu'on en fait. Un couteau, ça sert à couper des laitues ou à tuer quelqu'un. Et là, par exemple, c'est un peu le même constat. La technologie, ça sert à échanger, comme on le voit dans le premier épisode au tout début, avec son fils. C'est l'inspecteur qu'on voit en premier. Son fils qui lui envoie un message pour dire « j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école ». Et qui du coup interagit avec son père, qui contacte lui-même sa compagne pour lui dire « écoute, faut que tu l'envoies à l'école, je sais que toi il va t'écouter ». Enfin, je crois que ça commence comme ça, excusez-moi si j'ai pas exactement le contexte. Ou ça peut être utilisé comme on le voit plus tard avec Jamie pour juste se faire harceler sous couvert d'eux en utilisant des codes que les parents sont à milieu de connaître et de comprendre. Et ouais, parce que je trouve ça justement génial, parce qu'il y a une face visible et il y a c'est vraiment le haut de l'iceberg, et c'est comme le shadow work, c'est comme l'invisible, c'est comme tout ça. C'est tellement révélateur si tu acceptes de plonger, tu vois en fait ce petit truc qui dépasse, si tu le saisis, se déplie tout un monde et tout un univers de l'enfant, de ce qu'il vit, d'Instagram, du harcèlement. On parle aussi d'une personne là qui avait été un peu cancel, comme on dit, Andrew Tate, qui est à l'origine aussi de pas mal de débordements autour du masculin, du masculinisme. Il parle de incel. J'ai pas pu plonger dans le concept de ces hommes célibataires et tout, mais voilà, en gros, toutes ces choses qui sont ressorties beaucoup, et lui, il a pas mal dégagé après, mais il avait pris pas mal le buzz, mais on peut passer à côté de tout ça, et nos enfants peuvent être baignés dedans, mais incroyablement. Et subir ça, hein, et surtout dans des espaces où, à des âges très très malléable, très en train de se construire avec le regard de l'autre, le masculin, le féminin, les petites chéries et tout. Enfin, il y a tout un truc de la séduction, plaire, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'être populaire, qu'être la victime et embêté comme l'est le fils du policier. Tout ça, on pourrait ne jamais rien savoir. On découvre en fait son mal de ventre, c'est pas du tout pour tricher, c'est juste qu'il a vraiment un flip de l'école parce qu'il se fait harceler tous les jours, que c'est le fils de l'inspecteur. Et c'est fou à quel point on peut passer à côté de ça quand on est parent. Mais c'est surtout parce que
on passe à côté de nous et de la présence de l'énergie du masculin. C'est ce qui se révèle dans le fait que le policier travaille beaucoup et qu'il fait un super revers et rebond de « je vais prendre soin de mon fils » après l'épisode qui se passe dans le lycée. Et ça, c'est génial. C'est le deuxième, ouais. Incroyable. Alors que on voit au 4e épisode que le père de Jamie, qui est le meurtrier, n'a pas vu ça, il n'a pas fait ça. Il se rend compte quand il est trop tard qu'il a manqué de présence, qu'il était à fond au boulot parce qu'il a eu une explosion dans son business de plomberie et que il va à la salle de sport et qu'en fait on voit qu'il est avec ses copains autres mais que son fils est resté finalement genre dans ces zones d'ombre et qu'il n'a pas voulu voir ça. Le policier le voit à temps du fait divers à cause et grâce au fait divers et que finalement je pense que la série c'est un peu la même chose. Elle peut révéler tiens, j'ai peut-être regardé mon fils d'une manière différente ou passer du temps avec mon fils parce que je me rends compte que moi aussi je suis dans le boulot à fond. Moi aussi je manque de présence à moi-même et à ma famille et que je me suis laissé déborder. Peut-être que cette série me tombe devant les yeux et c'est pas pour rien. Ou cet épisode. Et c'est vraiment ça, je pense aussi, qui est puissant dans l'épisode parce que ça se montre à l'intérieur mais ça se passe aussi à l'extérieur. Il y en a plein qui vont réagir et ça réagit déjà énormément avec cette série. C'est qu'en fait, c'est de se rendre compte à quel point on peut... ne pas faire attention à des choses fondamentales qui peuvent nuire en un claquement de doigts, même si ça a mis son temps de construction, à l'irréparable, à la vie, mais changer pour toujours. Et c'est ce que pour moi les âmes sont venues vivre et s'incarner. On n'a pas ces choses-là, pour moi en tout cas, sans avoir choisi de vivre cette épreuve, mais qui est lourde à vivre dans une vie, que vivent l'épreuve de Jamie ou de son père ou de sa mère, et de voir toutes les émotions et les gens et tout ça. C'est lourd de vie et de transformation, mais c'est puissant pour la suite d'évolution des âmes, si on part de ce côté-là. Mais je pense que ça va servir de révélateur pour plein de personnes, et je le souhaite en tout cas, et nous en premier, dire waouh, alors déjà le masculin, oui, il faut en prendre soin, il faut être vigilant, et que c'est les hommes et les femmes, et les pères et les mères à en prendre vraiment compte, parce que ça peut être l'irréparable qui se produit. Et pour le côté, on les voit pas dans la série, les parents de celle qui est décédée, qui se fait tuer, et ça aurait été trop cool, et peut-être que c'est prévu qu'une deuxième saison vienne parler de l'autre point de vue, parce qu'ils en parlent très très bien, tu pourras développer si tu veux là-dessus Eugénie, comme quoi c'est toujours le masculin, c'est toujours l'homme et le meurtrier qui est mis en avant, mais rarement la victime, ou voilà, elle prend pas la place autant que le meurtrier, et c'est encore toujours dans l'énergie du yang et du masculin qui est toujours en train de prendre la place, même quand il est en tort et qu'il est le meurtrier. C'est de lui dont on parle tout le temps, et les victimes sont souvent un peu ignorées ou mises de côté ou diminuées, et qu'ils en parlent très bien dans la série par rapport à ça, et que ça serait chouette de rééquilibrer s'il y avait une autre saison pour qu'on puisse voir aussi comment la famille a vécu de son côté, la famille de la victime, ce traumatisme immense qui traumatise également la famille du meurtrier, parce que c'est énorme, et on le voit très bien dans la série, c'est magnifiquement joué, quoi. Oui, c'est pertinent ce que tu dis par rapport au fait que, finalement, regardez, je vous ai présenté la série et je vous ai donné le nom du garçon et pas le nom de la fille qui a été tuée. C'est lui qui reste et presque... alors, moi, je le vois pas de façon si radicale, mais j'entends absolument le fait que... encore une fois, c'est le meurtrier qui est mis en lumière. On a envie de comprendre comment il en est arrivé là et pourquoi. Et de ce point de vue-là, je trouve que la série est assez intelligente parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le champ est ouvert. C'est pas la piste du détective. On n'en fait pas le fil rouge de l'histoire parce que finalement, on ne sait même pas s'il a un diagnostic posé à lui. On ne voit pas les conclusions des psys qui le suivent. Enfin. On ne sait même pas l'issue du procès, même si on sait, il le dit, qu'il va plaider coupable finalement, après avoir répété pendant plusieurs épisodes qu'il n'avait rien fait de mal. Donc on ne sait pas, vous voyez, on ne plonge pas dans sa psyché pour comprendre. Et du coup, je me dis, ça laisse quand même plus d'espace à ce qui s'est passé et moins d'espace à qui a perpétré le crime. Ensuite, j'ai lu à vérifier, mais également que finalement, la victime est présente tout au long de la série parce que entre les photos qu'on voit d'elle et la bande sonore sur laquelle elle chante souvent et elle est présente, elle englobe de sa présence, même si on ne le sait pas nous, l'environnement. Donc je suis pas aussi radicale, mais j'entends que
oui, une deuxième saison avec le pendant de la suite de l'affaire peut être vue du point de vue du vide laissé dans la structure familiale de la victime. Qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle serait plus grande? Quels étaient ses rêves? On voit sa meilleure amie déjà dans cette série-là, mais quelles activités faisait-elle? Est-ce qu'elle avait un frère, une sœur? Et quelles sont les répercussions dans la famille? Ça éclairerait ce côté de l'histoire qu'on ne voit jamais, qui est celui des victimes en fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que aussi on voit un des prémices de son ombre, parce que c'est elle aussi qui harcèle en partie sur Instagram Jamie, avec les codes, avec le fait de le charrier un peu sur le côté, c'était en gros un homme qui serait toujours célibataire, ou en tout cas voilà, c'est ce qui jouait avec le principe, et que c'est elle aussi qui a sa part. Tout le monde a sa part de responsabilité dans ces événements-là, et il n'y a pas à excuser l'un ou l'autre. Et évidemment, il y a une victime, il y a quelqu'un qui décède, et il y a un meurtrier qui est encore bien vivant. Donc là-dessus, la balance, elle est claire. Mais on voit qu'en fait, ça joue avec le feu, et qu'il y a aussi de l'éducation à avoir auprès des jeunes filles par rapport à la manière d'agir sur les réseaux, de peut-être ne pas conscientiser que ça peut être du harcèlement, que de mettre des commentaires sur Instagram, de se moquer, et que c'est pas mis en conscience, et que très vite on a vite fait d'attiser le feu global. Et évidemment que c'est pas pour excuser le meurtrier qui passe à l'acte, mais il y a une responsabilité globale, sociétale, dans laquelle on peut être pris sans s'en rendre compte, et qui ont des vraies conséquences, comme celui qui donne le couteau en fait. Ils s'en rendent même pas compte que ça peut aller si loin, ils sont dans leur truc, parce que peut-être aussi habitués à de la violence régulière à voir sur les réseaux, à voir des trucs, parce qu'on peut voir plein de trucs, on vient banaliser tout ça, et jusqu'à un moment ça devient réel, et là même on a du mal, et on le voit, à vraiment se rendre compte. Est-ce que tu te rends vraiment compte qu'elle est morte, quoi, qu'on va plus la voir, et qu'on a l'impression encore qu'il met du temps, même 7 mois plus tard, là dans le 3e épisode, à conscientiser qu'il y a eu quelqu'un qui est mort, qu'on ne reverra plus. Elle lui rappelle, la psychologue, et c'est ça qui est pas facile avec le virtuel aussi, de se rendre compte qu'il y a des choses réelles. C'est pas du jeu vidéo, c'est pas des vidéos même des fois qui pourraient être vraies, mais on a l'impression qu'il y a une distance, mais non, c'est bien du concret, du réel, et ça marche sur un fil mais très fin, de passer d'un côté ou de l'autre. Et c'est là où on voit où effectivement, quand l'ombre elle domine, ça joue à pas grand chose, mais ça y est, c'est fini. Et là c'est fini pour la fin de la vie, quoi, de celle-ci en tout cas, quoi. Oui, je trouve que c'est très intéressant que on nous a expliqué que pendant un certain laps de temps, Jamie était harcelée, aussi par cette jeune fille. Alors, sujet très délicat, mais je pense que vous l'avez bien compris avec ce que Julien vient de nous dire et la façon dont il a délivré le message. Les actes sont inexcusables. Les actes sont inexcusables, et ça, ce n'est pas discutable. Mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité commune. Alors, je pense qu'il faut préciser que nous ne sommes pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent tout faire pour ne pas se faire agresser. Parce que on connaît très bien ce discours, nous les femmes, je sais que Julien le sait, et on fait déjà de notre mieux. Hein, ok. Donc l'idée c'est pas de dire faut faire encore mieux les filles. Mesdames, éduquez bien vos filles pour que surtout elles ne se fassent pas agresser, mais en mettant ces problèmes de genre de côté qui sont très réels et très valides. Il y a une responsabilité globale d'éduquer nos enfants et de se comporter d'une certaine façon. Julien l'a dit sous ce terme, je crois, qui n'attise pas le feu, mais qui soit respectueux au maximum de l'environnement dans lequel on évolue. Alors c'est peut-être une notion assez brumeuse pour les ados, pour plein de raisons très valables, dont le fait que les changements hormonaux et les changements corporels et cette espèce de changement du clan, c'est très perturbant l'adolescence, et c'est vraiment évidemment il y a d'autres phases de vie qui sont comme ça, hein. La ménopause, ça m'intéresse beaucoup également parce que je m'en rapproche de plus en plus. Effectivement, mais n'oublions pas que l'adolescence c'est aussi un grand boom, et pas que ah mon Dieu on va s'ouvrir au monde, on se rapproche de notre liberté, de nos zones d'accomplissement. Et une fille qui a son corps qui change, d'autant plus s'il change rapidement, et c'est pas facile à vivre. Les garçons c'est pareil, je sais que vous avez vos problématiques également, mais bon moi je suis une fille dans cette incarnation, donc je connais davantage les problématiques des filles pour les avoir vécues, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la responsabilité commune, et éduquer nos enfants ou nos élèves, si on est professeur, ou les jeunes dont on s'occupe, qu'ils fassent partie de notre famille ou pas, pour qui on est des entités parentales, éducatives,
très tôt leur inculquer le respect de l'autre, et on le fait déjà avec Violette qui va avoir 7 ans seulement. C'est hyper important parce que 6 ans plus tard, quand ils commencent à avoir leur première forme d'autonomie avec un ordinateur dans leur chambre, alors moi c'est pas mon paradigme, hein. On en a parlé en voyant la série. Quand l'inspecteur dit « Tu faisais quoi hier à 22h dans le parking du supermarché ?» Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il faisait effectivement à 22h, tout seul, le gamin, tu vois, enfin, 13 ans. Moi, dans mon monde à moi, mon enfant, que ce soit une fille ou un garçon, hein, c'est pareil, ne sort pas à 22h. Pour juste aller traîner comme ça, sans qu'il ait une très bonne raison, sans que je sache où il est. Enfin, c'est pas possible dans mon... Mais bon, pour cette série, ça existe, dans ce paradigme-là. Et j'ai perdu le fil de mon idée, mais... également dans mon paradigme, à 13 ans, on n'a pas un ordinateur dans sa chambre. Et la mère le dit dans le 4e épisode, les parents, à la toute fin du 4e épisode, se remettent en question. Et la maman dit... Je ne m'en suis pas rendu compte. Quand il s'enfermait dans sa chambre et que je voyais la lumière sous la porte à 1h du matin, je me contentais de lui dire « Mon chéri, tu as école demain, il faudrait que tu arrêtes ». Il éteignait la lumière sans rien dire. Moi, dans mon monde à moi, ça ne se passe absolument pas. Parce qu'il n'y a pas d'ordinateur dans la chambre à 13 ans. Voire à 12, voire à 11, parce que au moment du crime, il a 13 ans. Donc à moins qu'il ait eu son ordinateur 6 mois avant, il l'a eu au moins à 12 ans, voire plus tôt. Dans mon paradigme à moi, ça n'existe pas, mais... Dans cette série-là et dans le paradigme d'autres personnes, j'imagine que ça existe. Donc, c'est d'autant plus important d'éduquer nos enfants au respect collectif dès lors qu'ils ont ces outils qui les rendent autonomes dans un monde virtuel beaucoup plus vaste que le monde du voisinage, voire scolaire qu'ils côtoient. Il y a quelque chose de critique là-dedans. Et je ne blâme pas plus les parents que le système, parce qu'on le voit bien dans l'épisode 2 que l'école, c'est compliqué aussi. Et finalement, si on prend un petit peu de distance, c'est compliqué tout court, parce qu'on est les premières générations de parents à avoir des jeunes enfants qui peuvent avoir des ordinateurs dans leur chambre, qui peuvent avoir des smartphones dans leur poche. J'en parlais avec mon ex-conjoint qui avait une fille d'une première union plus âgée, Scarlett, il y a quelques années déjà. Mais c'était encore admis que le portable, c'était pas avant 14 ans. Il y avait certaines copines qui en avaient et d'autres pas. Mais là, dans ces années-là, ça y est, on a fait la transition. Tous les enfants des dernières années sont nés avec le smartphone dans les foyers. Donc finalement, c'est un sujet de conversation pas très original, mais très récent en ce qui concerne cette technologie-là, en fait. Ouais, et je pensais aussi au conte de Martin Shaw et des mains coupées, de la fille aux mains coupées, qui dit à un moment, en gros, aux parents, vous avez laissé rentrer le monstre dans la maison, je sais plus, comment... Tu te rappelles comment il dit ça ? Ce passage-là, alors, Martin Shaw, qui est un conteur, un storyteller anglais, qui raconte une histoire précisément, je ne sais plus quel est le titre. Mais effectivement, cette histoire est vaste. Elle apporte plusieurs éléments. C'est pas trop une histoire linéaire comme Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant, telles qu'on les connaît sur toutes les versions de Disney. Il y a vraiment des époques et des décors et des personnages différents tout le long de l'histoire. Et à un moment donné, assez rapidement dans l'histoire, un père de famille fait un pacte avec le diable pour sortir de sa grande misère. Et évidemment, quand on fait un pacte avec le diable, il faut échanger quelque chose avec le diable. Et lui, ce qu'il croit échanger d'anodin, t'as qu'à me donner ce qu'il y a derrière chez toi, là, dans ton jardin. Ben, en fait, c'est pas du tout anodin parce que ce qu'il y a derrière chez lui dans le jardin au moment du pacte, c'est sa fille. C'est sa fille qui donc appartient au diable. Et le diable vient la chercher une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je vous raconte pas l'histoire, c'est fascinant, j'adore ce genre d'histoire. Parce que c'est aussi un peu glauque et surtout parce qu'il y a beaucoup de conséquences aux actes. C'est très symbolique et très parlant en fait. Toujours très fort et très symbolique. Les histoires du monde anglo-saxon, irlandaise par exemple, il y a toujours de très très grosses conséquences. Et donc la fille, quand elle comprend qu'elle ne pourra pas échapper au diable indéfiniment, dit à ses parents je vais y aller. Enfin, c'est pas exactement ça qu'elle dit. Le diable ordonne aux parents de couper les mains de leur fille
pour qu'elle puisse lui appartenir. Donc, faut suivre toute l'histoire pour comprendre pourquoi. Mais la fille se résout à un moment donné à se faire couper les mains par ses parents, et elle leur dit: vous étiez responsable de me garder protégée, en quelque sorte, c'est ça qu'elle leur dit, hein, me garder protégée, et vous avez laissé rentrer le loup. Et donc le père est choqué, lui coupe tout de même les mains, et elle va faire son aventure et la suite de l'histoire ensuite. Et c'est exactement ça aujourd'hui, c'est de se rendre compte à quel point nous, parents, on est responsable de ce qui peut rentrer chez nous, et qu'aujourd'hui il y a une porte qui s'appelle Internet, le téléphone portable, et YouTube, et ce que vous voulez, et en fait cet accès au monde extérieur, s'il n'y a pas de la vigilance dessus, eh bien le loup peut rentrer et plein de problématiques peuvent arriver. Pas forcément des meurtres, des harcèlements, des trucs, mais il peut avoir des problématiques après autour de la boulimie, de l'anorexie, où il peut y avoir plein de traumas autour du corps, de l'esthétique, enfin il y a plein de choses qui peuvent rentrer parce qu'il y a ce loup qui est présent, mais comme n'importe quelle bête, elle peut s'apprivoiser si elle est regardée en conscience et si on y consacre du temps et de la présence. Et l'énergie du masculin, le yang, c'est vraiment la constance, la présence, c'est le contenant, c'est le cadre. Donc si le père qui représente cette dominante masculine n'est pas, ou la mère, on dépend des couples homosexuels et compagnie, peu importe, il y a une entité yang, une entité yin, ça vient danser tout le temps dedans, et il y a des espaces où l'un est plus investi que l'autre. Regardez comment ça fonctionne chez vous. Mais les deux parents sont garants de la sécurité et de la protection de leur enfant dans une éducation fonctionnelle, vertueuse, pleine d'amour. Et évidemment, on vient pas tous des mêmes curseurs poussés dans plein de directions différentes sur cette terre, donc on peut avoir des niveaux beaucoup plus difficiles, des niveaux beaucoup plus faciles, en fonction de comment on a choisi de s'incarner. Mais l'idée, c'est d'observer à quel point, si vous avez de la présence dans vos énergies masculines, si l'entité couple met de la dominante masculine dans la sécurité et la protection de leur enfant, il y a des discussions sur les téléphones portables, il y a des discussions sur les hauts et les bas de leur enfant, sur ce qui se passe dans la cour, il y a de l'échange, il y a un espace, et ça a été entraîné, répété, donc il y a un espace de sécurité où l'enfant peut se sentir accueilli et va oser révéler: je me fais harceler, ou même les prémices de ça, où il y a une personne qui m'a dit ça, les prémices de toutes ces choses qui pourraient s'envenimer si on a de la présence et de l'écoute et des moments de qualité avec son enfant. On donne toutes les chances à l'observation de ça. Évidemment, 100% n'existe pas, il peut se passer des choses dans le non-dit, dans le caché, et d'un coup c'est une révélation, parce que ça vient jouer sur nos zones d'ombre. Ce qui se passe très bien avec le père, justement, du fils de Jamie, il se rend compte que lui, son père l'avait battu, il sait très bien, il voulait surtout pas redonner ça et repropager ça à son enfant. Mais qu'est-ce qu'il fait du coup ? Eh bien en fait, il refait la même chose, mais sans le frapper, mais par l'absence et la non-présence. Et ça, c'est une violence forte pour un enfant qui grandit, surtout un adolescent et un garçon qui a besoin de cadre et de limites, pour une fille aussi. Mais si le père travaille à fond et laisse toute la responsabilité à la mère, qui elle est bien assez aussi débordée et qui soit travaille, soit ne travaille pas, mais dans ses émotions et dans son stress, et qui a besoin aussi de ce contenant, mais son mari n'étant pas présent, ça crée un grand déséquilibre dans le foyer. Et on voit à quel point, en fait, tout cela peut venir finalement se répercuter bien réellement. Je voulais éviter la violence que mon père m'a fait subir. J'ai fait subir autre chose, c'est une violence quand même, et mon enfant a fait subir cette violence à une autre personne. Et donc le schéma en fait se perpétue parce qu'il n'avait pas été observé, regardé, libéré. Mais évidemment, il y a des personnes, il y a des vies qui sont là pour être vécues avec les émotions, avec les challenges, avec les traumas, et qui seront éclairées dans ces moments-là. Parce qu'on le voit très bien à la fin de la série, il se rend compte, genre, mais on aurait pu mieux faire, en fait. Désolé, j'aurais pu bien mieux faire. Et c'était aussi simple, entre guillemets, que d'une présence régulière et attentionnée comme le papa policier le fait pour son fils. Il dit, viens, on va manger dans ce restaurant, en fait, juste à la sortie. Et c'est là où il peut casser l'engrenage du fait qu'il soit harcelé et que ça peut-être amener un suicide pour ce garçon. Face à une personne à qui il expliquait, à qui en parlait, parce que le papa est jamais disponible. De toute façon, il travaille toujours, il fait ses enquêtes. Et puis il va à la salle de sport où il est avec ses copains, mais moi je suis pas là. Et voilà comment on peut casser un cercle vicieux et le créer vertueux. Mais tout ça, c'est finalement à quel point ça peut se perpétrer sans qu'on le voit parce que c'est dans nos zones d'ombre. Et c'est ce qui s'est passé pour le père de Jamie, c'est exactement ça. Et j'adore qu'on puisse voir le policier qui change le truc, qui change le regard. Peut-être au bon moment. Cette affaire tombe pile au bon moment pour lui. Et même s'il s'en rend absolument pas compte à quel point elle peut changer et amener son fils à vivre bien plus vieux et dans de bien meilleures conditions, quoi. Juste par la présence de l'énergie masculine dans un foyer. Pour éviter que le loup vienne dévorer tout le monde, quoi. Surtout l'enfant. Et en même temps, tout le monde est impacté par ça, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que ce moment-là, il intervient assez tôt dans la série, enfin, en tout cas, pile poil au milieu. Le policier, on le revoit plus après. Le policier, on le voit beaucoup dans le premier épisode, on le voit beaucoup dans le deuxième, quand il est dans le milieu scolaire et que justement, il a cette conversation avec son fils à lui, qui lui dit « Écoute, papa, je vais te dire 2-3 trucs parce que ça me fait de la peine de voir que t'es focalisé sur ton affaire, mais tu vois pas les bons trucs. En fait, tu pars dans la mauvaise direction, je te montre. Regarde en ligne, tout ça, c'est des codes, les emojis. » Et c'est ça, en fait, qui ouvre la conversation entre ce père et son enfant. Comme on l'a dit plus tôt, la première scène, la scène d'ouverture, c'est justement ce père inspecteur qui reçoit un message de son garçon qui dit « Ah, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école » et qui se dit tout de suite « Ah, bah, c'est parce qu'il veut sécher ». Pas du tout, c'est parce qu'il est harcelé. Et du coup, le dialogue reprend et on s'en rend pas compte parce que c'est le deuxième épisode. Et c'est quand j'ai vu le 4e épisode et du coup la fin de la série que je me suis dit mais ce sont des histoires parallèles en fait. Ce qui se passe avec l'inspecteur et son fils, c'est la même histoire que ce qui s'est passé entre Jamie et son père. Sauf qu'il y a une résolution avec l'inspecteur qui est différente de celle de Jamie et son père. Avec l'inspecteur, à la fin du 2e épisode, il a compris. Parce que son fils lui a expliqué, s'est confié à lui, il a bien vu qu'il y avait une réticence de la part de son fils à intervenir. Et même si son fils ne lui parle pas vraiment de lui, de son harcèlement à lui, le père comprend qu'il se passe des choses dont il n'a pas idée et que s'il ne réinvestit pas sa relation émotionnelle avec son fils, ça va pas aller en s'arrangeant. Et donc à la fin du 2e épisode, l'échange qui se passe, c'est que à la sortie de l'école, l'inspecteur chope son fils et lui dit « Tu vas aller manger quelque part ?» Et son fils il lui dit « Bah oui, mais t'as ton affaire. » C'est clair ça. Il est en train de dire à son père « Mais t'as plus important à faire, t'as le travail. » Et son père lui dit « Ouais, mais enfin bon, mon affaire de toute façon, elle est sur le point d'être close. Et en gros, je veux passer du temps avec toi parce que je t'aime. » Et il lui dit « Parce que je t'aime. » Et là, son fils, il dit « Bon, ok. » Et tu les vois monter dans la voiture et se rejouent un peu les schémas entre père et fils. Il lui dit « Alors, t'as eu quoi comme matière aujourd'hui ?» Je sais pas, français, maths. Et commence à lui parler français et son père se moque un peu de lui en lui disant « Ouais, arrête de détruire la langue. Viens, on va où au restaurant ?» Et c'est fini, ils s'en vont, ils vont manger ensemble et c'est terminé, on les voit plus, tu vois. Conclusion. Donc ça n'empêche pas que se jouent de toute façon des dynamiques un peu tu vois mon fils, tu parles vachement mal, enfin ces dynamiques-là continuent à se jouer dans l'intimité entre le père et le fils. C'est des dynamiques un peu malsaines quand même. Mais on comprend que... Ouais, mais il y a de l'ordre du jeu, un peu de la taquinerie, un petit peu, ouais, tu sais. Mais dans le contexte d'une série comme ça, on voit aussi, tu vois, que on regarde un petit peu avec curiosité les échanges des uns et des autres pour se dire, mais où est-ce que ça commence, justement ? Bon, là, on est dans une relation père-fils où clairement, il n'y a pas d'abus de l'un à l'autre, hein, mais ça vient questionner quand même voilà, ça reste vivant tel quel entre ce père et son fils, mais on a compris qu'il y a quelque chose qui était résolu et qui a priori n'ira pas plus loin. Alors que quand on se retrouve dans le 4e épisode, quand le père de Jamie, alors que Jamie est en prison, a cette conversation avec sa femme le jour de son anniversaire, où il dit effectivement, mais moi, mon père, j'étais battu à la ceinture et je m'étais promis que ça descendrait pas les générations et ça a pas descendu les générations, mais en fait, il est tellement emprisonné dans ce qui lui est arrivé, qu'il a cru que parce qu'il ne reproduisait pas exactement ça, toutes les formes de violence étaient épargnées à son fils. Et donc, il s'autorisait à travailler beaucoup et à rentrer tard le soir et à pas checker avec son enfant et à pas connecter émotionnellement avec son enfant. Et ça a fait partie d'eux. Et c'est pour ça que la série ne vise pas que les parents. Heureusement. Heureusement. Mais c'est pour ça qu'à la fin, les deux parents se disent « On aurait pu faire mieux ». On aurait pu faire mieux parce qu'il y avait quand même des choses à faire. Il y avait des espaces à investir qu'on a désinvestis juste parce que on s'est dit, puisqu'on n'investit pas ces espaces de grande violence, le schéma ne se répétera pas. Donc on n'a pas vraiment besoin de regarder tout autour ce qui se passe. C'est pas vrai. C'est déjà très bien à l'échelle transgénérationnelle de ne pas transmettre la violence physique. Évidemment, c'est une évidence. Ça fait partie de ces actes impardonnables. La violence physique, inexcusable. Mais ce ne sont pas les seuls espaces que l'on doit désinvestir ou investir au profit d'une éducation d'enfants préservée au maximum. Alors après, faut pas tomber dans la tendance inverse aussi, tu vois, de surprotéger nos enfants, les parents hélicoptères, tout ça.
il faut bien entendre ce qu'on est en train de vous dire. Ok, si ça vient vous gratter, ça vient dire quelque chose sur vous, mais ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On n'est pas en train de prêcher l'extrême opposé non plus. On est en train d'essayer de voir où est-ce que se situerait un curseur quelque part au milieu. Vous voyez ? Et ce qu'on pointe vraiment du doigt, me semble-t-il, c'est, en l'occurrence dans cette conversation, le désinvestissement des pères. Où sont les pères ? On dit pas où sont les hommes, hein. On dit où sont les pères. Parce que le fait que le père ne soit pas là vient rebouger le schéma familial. Ça vient bouger la place de la mère, la place de la sœur, la place de l'entité scolaire aussi, qui soudain a ce rôle de parentalisation, mais qui n'est pas le parent. Mais vous voyez, ça vient bouger toute la structure. Et je pense qu'entre autres choses, mais majoritairement, cette série nous dit où sont les pères. Les pères sont au travail. Les pères sont occupés à d'autres choses, mais délaissent leurs enfants, en fait, émotionnellement. Même s'ils les aiment. Et délaissent leur compagne aussi. Et il y a l'idée que le masculin, c'est vraiment le père, et cette énergie du yang, c'est le contenant de la famille aussi. Donc tout est en disharmonie si le père se retrouve absent ou pas présent émotionnellement. Il peut très bien être là, mais être dans la tête dans le boulot en fait. Et être en permanence dans ses problématiques, dans ses soucis. Donc pour moi, il y a eu vraiment aussi transmission de la violence parce qu'il y a eu un meurtre. Clairement, c'est pas parce que c'est pas le père qui a transmis la violence à son fils, parce que le père le grand-père aurait pu tuer à coup de ceinture ou par violence, effectivement, son fils. Il ne l'a pas tué, mais la mort est arrivée dans la lignée familiale avec le fils. Parce qu'en voulant épargner, en voulant retenir, sans éclairer, on continue à subir le schéma. C'est pas parce que on ne parle pas d'un meurtrier dans la famille ou de violence ou autre qu'on veut les mettre sous le tapis, elles prennent encore plus de place. Donc ce non-dit est encore plus violent et crée justement la résolution par le petit-fils, parce qu'on dit que les grands-parents, non, c'est les parents qui subissent et c'est les petits-enfants qui guérissent. Il y a l'idée, les grands-parents, je sais plus. Non, les grands-parents agissent, les enfants subissent et les petits-enfants payent. Bah pour moi, il y a l'idée de guérir. Pour moi, payer, il y a l'idée aussi, je paye la dette. Donc je désendette, donc je guéris le schéma. Pour moi, c'est pour ça que j'aime bien ce terme de guéri, parce que je viens libérer. C'est ce que je fais tous les jours avec les personnes que j'accompagne ou pour moi-même. Ce qui s'est pas libéré aujourd'hui, c'est ma responsabilité de le faire, ou en tout cas avec ce qui arrive jusqu'à moi. Et c'est la guérison du système familial. C'est-à-dire que je viens mettre en lumière ce qui a été créé depuis les lignées, et qui n'a pas été conscientisé, qu'aujourd'hui ça m'arrive à moi parce que je suis la bonne personne pour ça, c'est le bon moment. Mais la guérison, ça peut passer par effectivement l'acte, de passer à l'acte et de guérir le schéma en mettant genre quelque chose de tellement visible que c'est impossible de ne plus le voir. Le père est à jamais changé et la fille est à jamais changée parce qu'il a une sœur, Jamie, par rapport à l'acte du fils. Il guérit la lignée en faisant le pire, mais qui était en train d'être en suspens peut-être, ou qui ne s'est pas résolu et qui s'est résolu de cette manière-là, dans cette réalité-là. Donc c'est ça, le plan divin, est aussi sombre puisse-t-il être, il y a une raison dans l'éclairage et dans l'évolution que ce choc intense crée dans la famille de Jamie, parce que le père et la mère seront changés, et la sœur aussi à jamais, et la société entière, et les voisins, et tout ça. C'est une responsabilité énorme que de se dire c'est nous qui allons porter ça et qui allons changer un pan de la société, et c'est tout à fait possible parce que c'est ce qui se passe en voyant cette série sur Netflix, en voyant aussi la résonance qu'elle a. C'est en train de guérir par la fiction, et même si ça peut tout à fait arriver ce type de fait divers, j'imagine bien qu'il y en a des tonnes des comme ça, à quel point ça peut guérir déjà, parce que c'est propagé, c'est mis en lumière à une audience qui va pouvoir le voir sous une forme de récit et peut-être en parler comme nous, ou en parler autour d'une table, ou je ne sais quoi, entre amis, machin. On est vraiment en train de guérir quelque chose qu'en montrant, regardez jusqu'où ça peut aller. La fiction a ce rôle pour moi aussi. L'écriture, les histoires, on est là pour dire, regardez ce que ça peut donner, regardez ce fait divers si je l'amplifie et que je le montre à la société, regardez ce qui s'y joue. Et mettez de la conscience dessus. C'est aussi comme ça qu'on peut prendre responsabilité de guérison de schémas et de nos histoires même. On en parle, c'est ce qu'on fait sur Instagram aussi. De moi, ce que je découvre par rapport à ma famille, le fait d'être enfant né après un enfant mort-né, tout ça. Il y a moins de gravité, mais il y en a une quand même, et c'est lourd à porter, et c'est plein de schémas, et que de l'éclairer m'aide à éclairer d'autres personnes. Donc tout ça, c'est au service. Et effectivement, ça manque de pères, ça manque de repères, ça manque de présence, ça manque de conscience.
et de voir à quel point tout est à l'intérieur de vous. Vous le subissez si vous ne choisissez pas de payer la dette, de la désendetter, cette famille, et de libérer tout ce qu'il y a à libérer avec conscience, avec patience et régularité, et avec courage. Parce que ça demande d'aller plonger dans vos ombres. Et c'est jamais très joli. Et qu'est-ce que ça derrière vous aidera à libérer ça, quoi. Clairement. Mais à un moment, vous allez passer par des actes qui vont vous être nécessaires pour ensuite le comprendre. Comme moi, ça s'est passé avec l'infidélité, pour comprendre ce qui s'était passé dans ma famille aussi et dans ma lignée par rapport à ça. Et que là, j'ai pu l'éclairer. Mais je l'ai payé, finalement. Et des fois, ça passe par l'acte aussi, plutôt que par juste l'éclairage émotionnel et le travail de shadow work, quoi. Oui, comme tu disais, les histoires servent à ça, évidemment. Les contes de fées. En anglais, on dit cautionary tales. Cautionary, caution, c'est être prudent. Les histoires de prudence, en fait. Chaque histoire porte, en tout cas, j'imagine, dans les histoires qui nous sont restées, et si on enlève le fait qu'elles ont été très majoritairement édulcorées, ce sont des mises en garde en utilisant des symboles qui soient compréhensibles par les adultes, mais par le monde enfantin également. Donc c'est quand même le but primaire de l'histoire, c'est ça. Et attends, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai pensé à quelque chose quand tu parlais tout à l'heure, mais c'est tellement dense comme sujet, vous voyez, on va pas en faire le tour en 1 heure. Hein. C'est absolument impossible. Hein. On n'ouvre que des petites portes et vient résonner avec vous ce qui doit résonner avec vous. Mais oui, effectivement, je pense que et pour ce genre de situation, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de où est-ce qu'on positionne l'éclairage. J'entends par là. Si on positionne l'éclairage comme la série nous le propose, qui est, à mon avis, la bonne façon, l'acte a été fait, et là, on éclaire la situation pour donner du sens à comment on en est arrivé là. Il y a quelque chose de la compréhension qui peut entraîner de l'acceptation et de la guérison. Par contre, si t'éclaires dans l'autre sens, en mode c'est quand même dommage d'en arriver là, comme si on éclairait avant que les faits commencent à s'accumuler et que paf, l'événement a lieu, vous voyez, et qu'on juge on juge tout le... Enfin, je sais pas comment bien vous expliquer la différence, en tout cas dans mon esprit, qu'il y a entre les deux. On ne trouve du sens à ce qui s'est passé que parce qu'on le regarde après que l'événement se soit passé. Si on le regarde dans l'autre sens, avant que l'événement ne se passe, il y a quelque chose de très malsain et pas naturel. Vous voyez, de dire ah oui, mais ça va avoir du sens. Finalement, si un peu comme une personne dirait à un enfant, j'essaye de trouver une analogie qui fonctionne. Ah bah si tu t'habilles comme ça, tu vas voir ce qui va t'arriver quand tu vas sortir dans la rue. C'est pas un bon éclairage ça, parce que rien ne mérite qu'à la fin de l'histoire il y ait un acte condamnable, un acte inadmissible. Par contre, si on éclaire de l'autre côté, l'acte a été fait, on essaye de trouver du sens, il y a quelque chose de réparateur là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'était nécessaire que ça se passe comme ça pour qu'on comprenne, parce qu'on peut comprendre en amont aussi ce qui est en train de se passer et désamorcer la situation, comme le fait l'inspecteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est parce que on a vu la série depuis ce premier épisode où on nous dit « il s'est passé ça » et on éclaire comment on en est arrivé là, et ça amène des révélations, des compréhensions, bah oui, on aurait pu mieux faire. Ça vient apporter plus de... Oh, je sais pas comment l'exprimer. Il va peut-être falloir couper ce passage d'ailleurs. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien ne justifie de tels actes, mais une fois qu'ils ont été commis, puisqu'ils sont irréversibles, notre seul salut, notre seul recours, c'est de retracer le chemin pour donner du sens à ça, à cette chose irrémédiable qui s'est passée. Elle ne reviendra pas, elle est morte. Qu'est-ce qu'on peut transmuter de cette expérience en rétrospectivement réétudiant comment on en est arrivé là ? Vous voyez ? Mais est-ce on aurait eu besoin de faire tout ce chemin pour en arriver là, pour comprendre ? Peut-être pas en fait.
Vous voyez, ça ne justifie pas le processus, mais une fois que l'acte irrémédiable est acté, quel autre choix on a pour apporter un peu de grâce et de sens et d'éclairage et de compréhension à l'échelle du transgénérationnel et de l'humanité que de remonter l'histoire pour trouver des points de pivot logiques qui font que dans l'avenir, on peut apprendre et ne pas reproduire exactement le même schéma. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que là, c'est plus clair ? Moi, je trouve que c'est clair et ça fait penser à ton épisode de podcast autour le how, tu vois, et l'idée de lumineux, c'est aussi bien merveilleux et terrible à la fois. En fait, c'est toujours cette idée de tout est dans un, c'est l'unité, il y a le cadeau qui est toujours présent malgré le trauma, malgré la violence, malgré tout. C'est qu'en fait, ce fait divers, s'il était réel, et il est sûrement réel dans plein d'autres espaces de ce monde, crée finalement un cadeau pour comment, maintenant que c'est là, on en tire la lumière de cette ombre puissante qui a été révélée. Et pour moi, c'est de ce que ce cadeau a été offert par ces âmes qui ont décidé de jouer ce rôle de victime, de bourreau, de traumatisé, et qui à un moment se dire ça c'est un cadeau pour l'humanité, pour la transformer, pour avancer un peu plus vers de la lumière et vers de l'amour. Et donc, comment on peut justement se dire, waouh, dans ça, on n'aurait pas pu le prévoir, mais maintenant qu'on le voit, c'était évidemment prévisible, et qu'il y a plein de choses qu'on apprend de cet acte horrible, comme une bombe nucléaire, comme tout ce qu'on a pu vivre. Maintenant que c'est là, ok, on va mettre de la conscience et ça va nous offrir autre chose, même si on l'avait senti venir ou qu'on s'attendait pas forcément et que c'était la grande surprise dans la société. C'est comme ça qu'on fait des bonds incroyables. Qu'on fait des bons immenses comme le Covid ou autre, y a forcément les deux revers. Il va y avoir des côtés très lumineux, des côtés très sombres. Mais c'est justement pour éviter que ça se répète d'une manière non conscientisée qu'une fois que c'est là, on en parle, on fait des récits, on comprend, on met en perspective, on regarde et on apprend de ses erreurs, aussi lourdes soient-elles, pour que derrière il y ait, on imagine très bien les parents peut-être de Jamie, puis ils pourraient faire des tournées dans les écoles, faire des podcasts, faire des livres autour de ce qui s'est passé pour leur enfance, ce qu'ils ont compris, faire des programmes autour du bien-être des garçons, des filles, du harcèlement scolaire, des réseaux sociaux, de la violence chez les mineurs. Il y a plein de choses et plein de personnes l'ont déjà fait suite à soit ils ont perdu leurs enfants, soit ils ont été aussi des parents de meurtriers, mais de dire ok, comment je transforme ça en amour pour l'humanité. Et c'est effectivement comment je n'ai pas pu voir ce truc évident que mon enfant était en train finalement soit de se radicaliser quand on parlait de terrorisme et compagnie, soit qu'il y avait un loup à la maison et que je m'en rendais pas compte et que j'ai laissé passer ça. Comment je peux faire en sorte que des personnes ne laissent jamais passer ça dans leur vie, que des pères de famille ne laissent plus jamais passer ça dans leur vie, des mères de famille. Et c'est comme pour moi par rapport à l'entrepreneuriat et l'argent et la banqueroute, comment en fait on fait pour ne plus jamais s'endetter. Et comme le fait très bien Dave Ramsey, j'ai été millionnaire comme il dit et puis j'ai tout perdu et je suis remonté une deuxième fois, je vais transmettre pour que toutes les personnes sortent de dettes aux États-Unis. Et je vais travailler toute ma vie à faire ça, à ce que je vous éduque financièrement pour que vous sortiez de vos dettes, que vous viviez plus la banqueroute, les choses horribles, et pour que vous trouviez justement les clés, parce que moi j'ai vécu ça, je veux pas que vous le viviez. Et c'est ça les accompagnements aussi. Plein de personnes vont accompagner autour des traumas sexuels ou autres parce qu'elles ont vécu ça, elles veulent que justement ça soit un cadeau pour l'humanité que d'avoir vécu ça, pour que des petites filles, pour que des femmes, pour que des hommes aussi soient préservés de ça et qu'on puisse grandir en conscience avec ça. C'est l'évolution spirituelle de la société. Et ça demande beaucoup de courage, surtout quand on a été le père imaginé d'un meurtrier, de transformer ça en amour et quand tout le monde vous rejette, vous tague le camion comme le père de Jamie, on déménage pas, il y a ma fille qui se fait embêter au lycée, qu'est-ce que c'est compliqué, vous imaginez ? Et c'est ça, ces beaux chemins d'âme aussi de transformation et de guérison, quoi. C'est pour ça, donc et c'est aussi bien, merveilleux que waouh, horrible. J'aime bien cette idée du waouh, quoi. C'est ce côté lumineux, c'est la vie qui vous est tombée dessus et qui vous a offert cette grande responsabilité que de transformer ça. Et c'est pas toujours facile. Mais pour moi, si vous le vivez, c'est que vous en avez les épaules pour le transformer. Et après, ça reste un choix de libre arbitre au fur et à mesure, mais c'est waouh, c'est quelque chose de fort qui tombe sur cette famille-là, quoi. Oui, bien sûr. L'intérêt ici, c'est de ne pas laisser dormir l'abus ou le trauma dans votre histoire. Ah, c'est du passé, donc on n'y pense plus. Oui, on n'y pense plus. Ça, c'est très cérébral, mais ça se joue dans différents espaces, même si vous n'avez pas d'enfant. Ce n'est pas qu'une question de transmission dans la lignée de sang. Et il serait
important, je pense, d'autant plus que nous en avons les moyens aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de structures et de professionnels conventionnés ou moins conventionnés si c'est pas votre angle d'introspection, qui peuvent vous soutenir dans l'exploration et la transmutation. Vous sentez bien là que ça fait bien une demi-heure qu'on tourne autour du thème de l'alchimisation, la transmutation, changer l'état d'une chose pour une autre et transformer l'insurmontable, l'inacceptable, l'impardonnable en quelque chose qui sera au service de plus grand et sur la durée. Vous voyez, ne considérez pas nécessairement que ça n'est arrivé qu'à vous et puis c'était dans le passé, donc tant qu'on n'y touche pas, ça bouge pas, c'est mort, ça ne reviendra pas se manifester, c'est faux. C'est faux, c'est toujours en présence. Alors vous pouvez évidemment, la première invitation, c'est de le faire pour vous, parce que mieux vous vous portez dans tous vos espaces, conscientisés et inconscientisés, meilleure est la version de qui vous êtes dans ce monde qui demande à avoir le plus de personnes dans leur état le plus authentique possible. Évidemment, mais même sans avoir cet automatisme de vous dire je m'envoie de l'amour en découvrant cette part d'ombre qui m'appartient parce que elle m'a été infligée dans ma petite enfance ou peu importe quand, même si vous n'avez pas ce réflexe de vous porter cet amour à vous dans un premier temps, il y a d'autres portes qui vous invitent à faire ça pour les gens qui vous côtoient, pour la descendance que vous aurez peut-être, pour si vous êtes dans un autre espace, par exemple de professeur, les enfants pour lesquels vous êtes le modèle. Vous voyez, il y a plein de très bonnes raisons, vraiment très positives de vous en occuper, d'aller voir ce qu'il y a dans le placard et sous le tapis et de vous dire que vous pouvez vraiment changer la nature, non pas de ce que vous avez vécu parce que le passé on ne le réécrit pas, mais de ce qui va être exploité dans la suite de votre vie, suite à cette expérience-là et cette alchimisation de ce qui vous est arrivé. Vous voyez, je pense que c'est très important. Alors là, on parle de ce sujet précis, mais ça peut vous toucher sur plein d'autres domaines. Et vous allez voir, à l'issue de ce podcast, s'il y a un domaine qui demande à être révélé, vous allez certainement en rêver, vous allez certainement y repenser, vous êtes en train de vous dire « oui, mais il parle pas du tout de ça, alors pourquoi j'ai ces images-là qui remontent ?» Ça va venir secouer des choses. Parce que ça demande à être vu, reconnu, transmuté, comme un procédé alchimique. Et ça permet je pense on va aller tranquillement vers la conclusion, mais d'aller éclairer et de vous offrir ces pistes-là, à quel point déjà il y a des choses qui remontent pour vous en lien avec le masculin, en lien avec à quel moment vous avez été abusé, envahi dans vos espaces intimes, et je vais vous donner des exemples très concrets. Ça peut être très simple, comme moi, un ancien propriétaire fait venir quelqu'un d'EDF et j'arrive chez moi, je n'étais pas au courant, la personne est en train d'installer un Linky. Pour moi, ça c'est du viol. Mon intimité était violée, c'est-à-dire mon espace où je vis, et une personne s'est introduite sans que je lui donne mon consentement. Et ça, c'est des abus. Ça peut être aussi simple que ça. Et comme une autre cliente qui me le partageait une autre fois, par exemple, qu'un père lui demande d'enregistrer pour lui, parce il ne savait pas faire, des films porno. Vous vous rendez compte que ça, en fait, c'est de l'inceste sans le nommer, mais c'est de l'inceste et c'est de l'abus. Mais en fait, c'est pas fait avec intention, c'est non conscientisé, mais il y a bien une réalité. Tout ça, ça peut remonter, on le voit moi dans les accompagnements, ou même pour moi, j'ai vu des choses sur lesquelles je me dis ah bah oui, c'est vrai que ça, c'est pas de mon ressort que de recevoir ça en tant qu'enfant. Il y a des postures qui sont toutes mélangées. J'ai fait des super coachings trop intéressants aussi avec le côté où une maman qui finalement prend la place, que le petit garçon prend la place en fait du mari plutôt que du petit garçon, et que la maman du coup est très fusionnelle. On est encore aussi dans de l'inceste, on est encore dans des zones floues, et c'est ça le manque de masculin, c'est que les choses se fondent, se fusionnent, et il y a de l'abus sans qu'on s'en rende compte, et qu'en fait c'est pas ok, c'est pas bien compartimenté, c'est séparé. Et c'est ça aussi que vous allez pouvoir observer dans votre vie. Est-ce que déjà vous arrivez à mettre des compartiments dans vos journées professionnelles, personnelles? Ça, Eugénie s'en occupe très bien dans les accompagnements de comment j'arrive à faire cet espace-là. Eh bien, c'est votre masculin, c'est vos limites. Mais si vous avez du mal à le faire, c'est parce qu'il y a un rejet de ces limites, et parce que peut-être ces limites ont été en fait souillées, et que vous pensez rejeter le masculin, mais en fait vous rejetez l'énergie guérie
et saine du masculin et vous embrassez celle que vous avez eue en loyauté, qui est celle qui envahit, qui domine et du coup qui vous ramène encore dans ces schémas où vous allez avoir du mal à poser des frontières saines parce que inconsciemment, c'est comme ça que vous avez grandi. Donc comment vous avez grandi avec vos pères ? Comment vous avez grandi avec vos masculins ? Comment vous avez mis des limites ou pas ? Quels ont été les territoires envahis et quels trônes ont été pris à votre place. Regardez où est votre place, regardez dans la lignée, regardez tout ça. Et bien évidemment, ça se fait en accompagnement aussi pour vraiment tirer la quintessence de votre lignée, de votre systémie familiale, ce que vous avez vécu et ce qui est disponible au moment où on va échanger sur ces sujets. Mais regardez à quel point ces limites par moments sont très floues. Peut-être dans des relations, moi je le voyais bien au démarrage avec mes clientes. Amis, flirt, clientes, on sait pas trop par moments. Moi je voyais bien à quel point j'étais flou sur tout ça. Parce qu'il y avait une part de moi qui était encore dans un schéma inconscient de ouais on sait pas trop quoi et on laisse un peu, on vient louvoyer parce que on sait jamais sur un malentendu ou autre. Et il y avait aussi ce masculin qui peut envahir et j'avais aussi des schémas d'infidélité et de zone de flou. Je suis en couple mais en fait en soirée je suis pas vraiment en couple, je dis pas que je suis avec une personne, je le dis que si on vraiment me pose la question. Vous voyez à quel point en fait ça peut être manipulatoire parce que derrière il y a de l'inconscient qui fait tiens on va jouer un peu avec ça. Mais ça si c'est mis en lumière soit en miroir d'une femme qui est avec vous qui vous dit non mais ça c'est mort, c'est pas ok, et que ça nous demande forcément à éclairer, ok, ou alors moi avec un prospect qui était intéressé et qui essayait de négocier et que je lui dis en face bah non en fait là c'est pas ok, qui du coup me dit mais non en fait je négociais pas machin, et d'un coup bah en fait tout se révèle si on accepte de mettre le mur et de faire le vous ne passerez pas de Gandalf et de dire stop. Et ça, c'est aussi une responsabilité des hommes et des femmes, hein, mais énormément des femmes parce que le masculin, naturellement, il envahit. Donc, s'il n'y a pas en face un mur, le masculin continue à prendre de la place, mais des fois de manière très subtile, très manipulatrice, très gaslighting style, qui en fait vous dit mais non, j'ai pas dit ça, mais si. En fait, vous voyez, et c'est très tortueux parce que du coup, c'est de la mélasse, ça devient vraiment vous prendre et on sait même plus où sont les frontières, comme un peu ces ronces qui envahissent toute une propriété, ces arbres qui ne sont pas coupés. À des moments, on se demande c'est où le portail, c'est où le début, la fin de la propriété. Et ben c'est là où il faut refaire du défrichage, couper, faire de l'espace, mettre des murs, des clôtures et dire ça c'est chez moi, c'est mon royaume. Stop. Toi tu vas sortir, je t'aime bien mais tu dégages. Hop hop hop. Et en fait c'est là où dans la période dans laquelle on vit, ça va vous être demandé. Et moi je l'ai vu dans le pro parce que j'ai laissé plein de portes ouvertes pas clarifiées. Et donc comme je donnais beaucoup de services, j'offrais beaucoup, bah on vient me demander des services, des machins, et puis du moment que je dis bah non c'est payant, il y a plus personne. Parce qu'aujourd'hui j'ai bougé. Bah ça c'est hyper intéressant dans cette période dans laquelle on vit, à quel point ces limites et ces frontières vont vous être demandées. Et que ça va vous challenger, vous tester. Parce que ça a déjà été le cas dans votre passé, et en particulier au moment où vous êtes arrivé sur Terre, avec votre enfance, et que c'est là où on revient sur des gros dossiers, mais ils sont ok, ils sont prêts à remonter s'ils apparaissent dans votre conscience, même si c'est un tout petit bout qui pointe son nez. Oui, le savoir dire non. Après, ce n'est pas que la responsabilité des femmes. Hein. Je vais un tout petit peu développer sur ce que vient de dire Julien. C'est d'autant plus important que les femmes disent non. Oui, parce que c'est la base. Dire non pour n'importe quel individu, quand c'est non, c'est la base. Parce que c'est le postulat qui dit non, si tu vas plus loin que ça, si tu continues, si tu ne t'arrêtes pas, tu passes au travers de la frontière. Et ça, c'est pas ok. Et non est une phrase complète, comme le dit très bien aussi Sophie. Non est une phrase complète aussi. Oui, mais c'est également de la responsabilité des hommes, parce que nous, on fait, comme on l'a vu dans un extrait Instagram tout à l'heure, les femmes savent très bien faire en sorte de ne pas se faire agresser. Elles sont au max, on est au max on fait tout ce qu'il faut pour pas, on vit avec cette conscience-là constamment, quotidiennement dans nos cellules. Maintenant, on a aussi besoin, et c'est pas une conversation originale, ça fait longtemps qu'on le dit, que les hommes se responsabilisent entre eux également, comme le disait cette personne sur cet extrait Instagram, qui côtoyait un autre homme qui est un de ses amis depuis 8 ans, qui avait fini par violer une de leurs amies communes. Évidemment qu'il y avait des signes annonciateurs, évidemment, mais il n'est pas intervenu jamais pour remettre son pote à sa juste place. Donc, nous les femmes, savoir dire non, oui, et c'était effectivement une problématique qui se joue sur plein d'espaces, pas juste sur la femme devant un homme qui est en train d'envahir ses frontières physiques ou émotionnelles. Ça se joue aussi dans le travail avec des clients. Évidemment, tout se joue dans tous les espaces en vrai. Tout est un. Mais ça demande aussi, et c'est ce qu'on demande aux hommes, que vous vous responsabilisiez.
Parce que quand on est enfant, on subit nos parents qui ont toute autorité sur nous, mais à un moment donné, on grandit, on devient des adultes. Donc si c'est pour répéter exactement les mêmes schémas, on ne peut pas dire qu'on grandit vraiment, parce que devenir adulte, c'est prendre des responsabilités que l'on n'a pas quand on est enfant, mais aussi des choix d'action et de comportement que l'on ne nous demande pas d'avoir quand on est enfant, parce qu'on n'est pas sur ce stade d'évolution là. Donc je dirais passer la vingtaine, il y a quelque chose qui normalement devrait se mettre en place à l'échelle de l'humanité, en tout cas dans nos cultures, dans nos façons de vivre occidentales, qui est de l'ordre de quel adulte je veux incarner, quels sont mes principes, quelles sont mes valeurs, quels sont ces schémas que je joue, mais qui ne devraient pas se jouer, parce que pas intègre, parce que pas respectueux, parce que pas tolérable, parce que pas acceptable, et qu'est-ce que je suis dans le déni, que je dois venir éclairer pour pouvoir remodifier ma façon d'être, ma façon de me comporter, ma façon de traiter mon partenaire, ma partenaire. Et ça, c'est un boulot individuel. Je pense que la majorité des femmes est plus enclinte à le faire que les hommes. Ce qui explique aussi pourquoi dans nos accompagnements, on a beaucoup de femmes. Nous sommes des créatures de lien. Donc forcément, ça nous importe aussi le bien-être de l'autre, ce qui est notre problématique et le revers de la médaille, parce que ça nous apporte tellement. Et là, je vais reboucler avec le nom, que parce que pour préserver le lien, on ne va plus s'écouter, on va surtout écouter la personne en face de nous qui a besoin de quelque chose, qui a besoin qu'on s'y prenne d'une certaine façon, et on va se mouler. Et c'est là qu'on va perdre notre consistance et notre centre pour que ça se passe bien, pour que la personne en face ait ce qu'elle désire, et ça donne effectivement des femmes qui ne savent pas se positionner, qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas qui elles sont, qui ne savent plus faire de choix. C'est pour ça, la boucle est bouclée, vous voyez, d'où l'importance de s'entraîner à dire non et à se positionner pour les femmes, mais pas sans le concours des hommes. Ce n'est pas une dynamique qui sera assainie totalement si on a les hommes qui continuent à se comporter comme des enfants, en fait. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est que c'est très juste, mais c'est... Comme le disent aussi très bien Anissa, cherche pas à ce que ton homme bouge-toi, et tu verras ton homme bouger, en fait. Mais c'est la même chose. Pour que les hommes bougent, les femmes aussi vont bouger. Comme tout est en miroir. Et c'est ce qu'on voit, nous, beaucoup, en tout cas dans nos accompagnements, c'est ce que tu as toi en dominante, c'est l'idée de colère, de se positionner, de s'affirmer. Ça, c'est très présent en toi. Et on voit beaucoup chez nos clientes ce manque de moments de « oh, stop ». Frontières, ou même des amis, on voit les schémas qu'on observe, ça manque de stop, ça dégage, ça clarifie. Et t'as vu, t'en parles dans ton podcast, ça t'a demandé d'avancer sur un chemin où à un moment c'est devenu une évidence. Non mais attends, ça c'est plus possible de laisser passer ça avec ton ex-compagnon. Et tu voyais avec la drogue et tout. Et tu voyais à quel point ça t'est demandé et c'était venu te chercher loin, hein, ce truc de maintenant j'arrête de nier en fait l'évidence et je viens me positionner et je vais poser mes conditions face dans mon couple et face aux hommes. Et en fait, pour moi, c'est ça le plus précieux que tu m'as apporté aussi, c'est qu'il y a des hommes puissants et des hommes respectueux parce qu'il y a des femmes qui se respectent et qui mettent des frontières puissantes. Et qu'évidemment, c'est un chemin et que c'est pas facile à faire, mais que les deux grandissent ensemble, tu vois, et qu'il y a besoin que ces femmes lâchent vraiment ces furies en elles, comme t'en parlais là dans ta reel de ce matin, parce qu'il y a des comportements beaucoup trop longtemps laissés permissifs par ces hommes, par ces femmes, et qu'aujourd'hui ça se repositionne, c'est stop, et c'est le Gandalf, et l'homme ne peut plus rien faire. Face à ça, ça bouge complètement l'énergie, parce qu'il y a un non négociable, et en face, soit on dégage, soit on fuit, soit on se transforme. Et c'est, pour moi, il en parle très bien dans le bouquin, là je l'ai pas ressorti sur le masculin, sur la voie du guerrier de lumière, il l'appelle, bref, il en parle vraiment, c'est le féminin, c'est Shakti, c'est cette entité qui vient pointer toutes les failles du masculin et qui vient l'aider à le transformer pour qu'il soit libre de ses traumas, qu'il soit libre de ses addictions, qu'il soit libre de toutes ses ombres, et que le féminin aura cette puissance de viser pile à l'endroit où ça fait le plus mal, et aura la force aussi de le révéler. Et que ça demande beaucoup de puissance à un homme pour accueillir ça, parce que ça demande d'être un contenant super solide, super fort, face à cette énergie qui vient vraiment faire mal. Mais pas forcément avec la force, mais avec les mots, avec le laser dans la blessure. Et donc c'est pour moi les deux qui vont devoir fonctionner ensemble, mais que c'est parce qu'on se positionne, et moi je l'ai vu avec les hommes, le peu d'hommes qui vient à moi, c'est parce que je me positionne que ça bouge en face. Mais si je dis rien,
Je continue en fait à subir le truc et il bouge pas non plus. Tu vois, on résout pas. Mais la plupart, moi, ça les a fait fuir. Par contre, on a fait attirer d'autres avec lesquels on peut vraiment travailler, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Bien sûr. Les deux ont cette importance, tu vois. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Les deux ont leur importance, mais encore une fois, ne pas tomber dans les extrêmes. C'est ça que j'entends. Parce que dans ton discours, j'entends ce que tu dis et je suis d'accord, mais j'entends aussi la femme doit être quasiment la thérapeute de l'homme. Lui dire oui mais ça, oui mais truc, oui mais machin. Non. Se positionner, c'est pas non plus passer 15 ans avec quelqu'un à qui vous devez répéter sans cesse les mêmes choses. Vous voyez, tu peux positionner. Pas passer 15 ans, c'est pas possible de passer 15 ans avec une personne que tu répètes. Non, mais justement, c'est là où, à un moment, et c'est compliqué, tu pars. Tu peux pas rester 15 ans avec un enfant. C'est un moment, t'as la responsabilité de dire, c'est dur, j'ai un enfant, j'en ai 2, j'ai peut-être pas de sous, mais je dois partir. Parce que si tu répètes pendant 15 ans la même chose, il y a un problème de ton côté. C'est là où tu prends pas ta responsabilité, mais ça reste... C'est ok, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord, mais souvent le problème du côté de la femme, c'est de l'avoir fait depuis tellement longtemps, cet exercice de compromis, de conciliation. Et c'est Jay Shetty qui dit les compromis, il faut pas en faire. Et je comprends d'où il vient. Je comprends d'où il vient quand il dit ça, parce que quand on fait des compromis, ça veut dire que personne n'a au final ce qu'il ou elle voulait. Toi, tu vas faire un compromis, tu vas pas avoir ce que tu voulais. Moi, je vais faire mon compromis de mon côté, je vais pas avoir ce que je voulais et personne n'est content en fait. Je comprends l'idée. Entendez ce que ça veut dire. Et je pense que si tu restes 15 ans avec quelqu'un à qui il faut toujours répéter les mêmes choses, c'est juste que tu es tellement plié dans le compromis que tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus ce qui te fait du bien, tu ne sais plus quelle est la prochaine bonne action, ça devient une routine épuisante, évidemment, et ça va se matérialiser ailleurs, dans d'autres espaces, avec les enfants, avec le travail, sur ton corps peut-être, avec des éruptions cutanées, enfin, bien évidemment que ça se montre, ça se voit, mais toi tu ne le vois plus parce que tu es perdu, parce que tu as perdu ton centre et ton authenticité. Et donc dans un monde idéal, le positionnement se fait dès le début et ne se perd pas. Ou s'il se perd, il se réajuste rapidement. Ça n'existe pas, ce monde idéal. C'est juste qu'on vient effectivement de plein de niveaux d'enfermement et que le chemin de la liberté et de la libération prend un certain temps. Ça va amener vers un divorce, ça va amener vers d'autres choses. Mais il y a un vrai travail pour en arriver à sortir de 15 ans d'une relation où on est dedans. Il y a toutes les mélasses, il y a tout. T'imagines les freins, mais ça devient nécessaire et vital au moment où tu peux plus faire, tu te dis stop. La douleur de rester est plus grande que la douleur de partir. Donc c'est toujours à ces moments-là qu'on prend des décisions. Ce qui s'est passé avec mon ex-compagne, c'est en fait moi j'allais pas bouger si elle ne bougeait pas. C'est ça qui est fou parce que moi j'étais dans mes zones d'ombre et je ne voyais pas, j'étais en déni total que j'étais en train de fuir le couple, que je ne prenais pas soin d'elle, même si elle me le répétait et à un moment bim, elle a cassé le truc et là j'ai d'un coup mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et c'est comme le père de Jamie, tu vois. Il y a un moment, comment ça? J'ai rien vu. Ah oui, bah oui, parce que je manquais énormément de conscience sur moi. Et donc le travail émotionnel est fondamental, chez les hommes évidemment. Mais il se fait en paire. Parce que des femmes qui level up de dingue, niveau évolution, niveau spirituel, niveau positionnement, niveau colère, niveau genre ça ne rentre plus dans mon royaume aujourd'hui. Genre c'est non négociable, comme dans ton business. C'est 10 commandements de ma relation future ou de ma relation professionnelle future. Mais ça, après, tu envoies ce message à l'univers, t'as les épreuves, hein, parce qu'effectivement, ils vont venir taper. Ah, moi, j'ai bien envie, là, je vois bien, tout le monde vient taper parce que je me suis dit non, c'est moi qui choisis maintenant. Eh bien, je dois dire non. Ça vient me confronter, mais c'est pas aussi challengeant. Et encore, il y a plein de gens, finalement, vous allez voir à quel point c'est facile de le faire. Mais derrière, c'est ça qui fait que quand c'est non négociable, c'est vous, la cathédrale intérieure, qui fait qu'autour, ça s'harmonise. Donc c'est plus du tout les mêmes personnes que vous allez attirer et ça sera de qualité. Mais ça va vous demander peut-être de traverser des trucs incroyables. Ce que tu as traversé, Eugénie, c'est immense. Mais c'est ça qui t'a permis aujourd'hui d'en arriver avec c'est plus sécure autour de moi. Parce que j'ai créé moi-même les conditions de ma sécurité en fermant cette porte et en accueillant une énergie différente. Tout en étant aussi un homme avec de l'envahissement. Et tu sais très bien me dire quand c'est pas OK. Parce que c'est là, parce que c'est un peu les vagues qui continuent. Il y a un moment, tu vois. Ok, et plus je mets de la conscience, plus je le vois, plus c'est moins présent. Mais c'est un travail au long cours. Mais ça demande de la conscience des deux côtés, quoi. Mais bon, c'est un énorme sujet, évidemment. Oui, énorme sujet. En résumé, ne désinvestissez pas vos enfants. Ne désinvestissez pas les enfants. On n'est pas en train d'encourager le parent hélicoptère ou constamment surveiller ce que font les enfants. Mais moi,
J'ai peur de le dire, mais en même temps, c'est vrai. Moi, je laisse rien passer du côté de Violette quand je suis en présence de Violette. C'est-à-dire que si, tu vois, on l'a reprise il y a pas longtemps, c'est un exemple, hein, c'est anodin, à table. Oh, moi, j'aime bien, je sais plus ce que tu disais. Moi, j'aime bien manger ça, je trouve ça très bon. Eh ben, moi, j'aime pas. Bah ça passe pas dans notre foyer. Pourquoi tu dis ça ? Bah parce que j'aime pas. Bah oui, mais regarde, Julien était en train de se réjouir de manger ça. Et de toute façon, toi, tu manges autre chose. Donc, finalement, l'information, ah bah moi, j'aime pas, c'est pas très gentil, délivré comme ça, tu vois. Pareil, quand tu te coupes les cheveux et qu'elle dit, ah, j'aime pas quand tu te coupes les cheveux. C'est anodin. Mais ici, ça passe pas. C'est-à-dire qu'on la laisse pas le dire sans avoir une conversation derrière ça. Tu vois, Julien, il vient de se couper les cheveux, il est content, il est bien. Et toi, tu dis, ah, j'aime pas. Ça donne quoi dans la cour de récréation ? Ça donne une petite fille de 7 ans qui arrive avec des couettes. J'aime pas tes couettes, ça fait gamine. Ça donne quoi quand ils ont 12 ans ? Tu vois ? T'as vu comment t'es habillée ? On dirait une pute. Enfin, vous voyez, moi je laisse pas passer ça parce que pour moi c'est là que ça va. Donc, si ma fille décide, parce que c'est un être avec le libre arbitre comme tout un chacun, qu'elle va devenir une harceleuse, je pourrais me dire que de ce côté-là, j'ai fait de mon mieux. Parce que à table, ce jour-là, Violette 6 ans a dit ça, et moi, je l'ai vu, mais je l'ai pas laissé passer. Il y a peut-être des choses que je verrai pas, tu vois. Et je ne serai pas une mère parfaite. Mais je vais faire de mon mieux pour ne pas désinvestir cette relation que j'ai avec mon enfant, et également sur les espaces de sensibilité. Parce que j'ai déjà un peu exploré ça avec ma belle-fille, Scarlett, qui est 10 ans plus âgée que Violette quand j'étais avec le père de Violette. Évidemment qu'il y a des conversations difficiles et que il faut les avoir. Il faut les avoir et on n'est pas là pour être les potes de nos enfants. Ils ont des potes à l'école. On est là pour remplir un rôle pas très valorisé, surtout dans la phase d'adolescence par nos enfants, de parents, de structure, de limitants, de cadrant, de sévérité. On n'est pas que ça, mais on ne doit pas désinvestir cet espace-là parce que si nous on le fait pas, qui va le faire ? Qui aura autorité à le faire ? Parce que l'école, le système scolaire essaye bien, mais ça marche pas très bien, d'après ce qu'on en voit. Vous voyez, si on a des enfants, c'est pour s'investir avec eux. Ils seront pas petits toute leur vie et à un moment donné, ils prendront leurs propres décisions. Et si j'ai une fille qui est harceleuse, ben j'aurai une fille qui est harceleuse et je ferai de mon mieux à ce moment-là. Vous voyez ? Mais je lâche pas l'affaire juste parce qu'aujourd'hui elle a 6 ans et qu'elle est mignonne et que c'est anodin quand elle dit à table « Toi, ce que t'aimes, ben moi j'aime pas et puis je trouve ça moche. » Et effectivement, ne désinvestissez pas l'éducation de vos enfants, la présence avec vos enfants, et puis qu'elles soient harceleuses ou harcelées, faites de votre mieux pour observer les signaux faibles avant que ça devienne des signaux envahissants et forts, et créer ces espaces-là. On parle beaucoup avec Violette à table. Moi, le matin, je parle beaucoup avec elle quand on fait le petit déjeuner. Ensuite, je parle beaucoup avec elle quand je l'emmenais à l'école. Quand toi, tu viens la chercher, quand on va à la danse. Il y a plein d'espaces où, ok, ça s'est passé comment ? T'as dit quoi ? Puis là, comme il y a un espace de discussion régulier, il y a toujours, ah tiens, bah il y a un tel qui m'a dit ça, là, il y a eu ça. Et puis, on entend parler d'autres sujets. En fait, il y a un espace où elle l'investit parce qu'elle sent qu'elle peut s'exprimer en sécurité. Et que ça va être régulièrement un espace où, si c'est nécessaire, je sais que je vais pouvoir en parler à Julien ou Eugénie. Et qu'il y a des choses, j'ai plus les dire à Julien parce que c'est en plus facile, différent. Je suis son beau-père, donc il n'y a pas un lien. Et qu'avec toi, il y a le côté, on sait qu'il y aura du cadre et tout, qu'elle peut avoir peur. Donc du coup, elle va peut-être dire, allez, on va dire à Julien. Puis derrière, moi, ça me permet de voir et d'aider au mieux à l'harmonie. Et puis je lui montre, bah voilà, t'as de la colère, t'es frustré, vas-y, va libérer tes émotions, tape sur un coussin, va faire ça, je peux y aller, oui, ok, vas-y. La dernière fois, elle nous a fait un gros chagrin. Elle demande, elle y va. Elle va libérer toute seule ses émotions, on va l'entendre pleurer, et puis voilà. Et puis elle va demander un câlin, je peux faire un câlin, ok, let's go. L'autonomiser. Moi, la dernière fois, elle a grave pleuré, bah, j'étais là juste à observer. Vas-y, circule, fais libérer. Je suis là, je suis en présence, il y a besoin, mais je l'empêche pas non plus de vivre, ma pauvre. Non, vas-y, vis l'émotion, fais circuler, ok. Puis derrière, on explique. On explique pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu des tensions avec maman, pourquoi il y a eu des tensions avec papa, machin. Et puis, c'est génial de pouvoir avoir régulièrement cet espace-là. Et puis,
moi je me dirais, c'est comme pour le business, je fais mes contenus, j'ai mon offre, j'ai fait le taf, maintenant ça m'appartient plus, il y a un moment, je continue à avancer, mais il se passe des trucs où il y a du harcèlement, des harcelés, harceleuses, bon bah on fera ce qu'il faut, on a créé le minimum et le maximum même en tout cas pour désamorcer ça, mais il y a plus grand que nous, il le dit très bien Franck Leboeuf, à un moment tu passes des trucs, t'en as pas idée, il a eu son AVC, son machin, il sait pas d'où c'est sorti. Même si on manifeste tout pour moi, il y a un côté, à un moment, tu peux pas prévoir l'imprévisible. Tu seras jamais en sécurité. Il y a aucun endroit où se cacher comme idée dans le monde et tu seras jamais en sécurité. Abandonne ça. Donc accepte de vivre la vie et de faire au mieux, d'être une assez bonne mère, d'être un assez bon père et de pouvoir avoir des espaces de présence. Parce que c'est avant tout quelque chose qui est très très important que d'avoir un espace où votre enfant peut sentir qu'il est connecté à vous, que vous avez de l'attention pour lui, vous n'êtes pas sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre journal, sur votre travail. Et qu'il y a un moment de qualité où vous allez pouvoir échanger. Donc nous, on essaye au mieux de ne pas avoir de téléphone quand on mange, de faire de l'espace, on met un peu de musique, mais des fois c'est vraiment, on a un espace de discussion, on laisse le minimum de stimuli extérieurs nous envahir pour qu'on puisse avoir régulièrement ça. Et c'est, je pense, à des âges de 10, 12, 15, 16 où il y aura une vraie importance d'avoir construit ça sur le long terme, comme un business, comme une audience, tu vois. Parce que ces tuyaux sont là, c'est devenu solide et du coup, il y a un endroit pour se déposer quand ça sera vraiment important. Quand il y aura eu un truc grave qui se sera passé ou quelque chose qui pourrait se passer, on sera là, vigilant pour le désamorcer parce qu'on aurait créé l'espace pour en discuter des années avant. Et c'est là où c'est précieux. C'est peut-être pas maintenant qu'on va réceptionner le cadeau, mais c'est peut-être dans 10 ans. Et on sera très heureux en fait d'avoir eu ces petits moments où on a parlé, où elle a pu juste gérer ses émotions au mieux. Et puis derrière, c'est la vie de toute façon qui fera la suite. Nous, ça nous appartient pas. On pourra jamais créer une sécurité, sinon on va l'étouffer. Et ça marchera pas parce que on va étouffer tout le monde, on va créer du stress. Mais par contre, on va autonomiser. On va donner des outils. Dès qu'on peut, on la forme au PKS si elle a envie. Là, on l'apprend juste à gérer ses émotions. Et c'est vivant, ça circule. Et puis derrière, ça va mieux. Et puis on parle. On parle et on met des mots sur les ressentis. Et on aide à lui donner de la clarté et effectivement voir ces trucs où en fait t'es super méchante de dire genre t'as pas bossé sur moi, moi chez Méchant 4, moi c'est mon préféré, c'est nul que t'aies pas bossé sur celui-ci. C'était trop drôle. C'était drôle, mais en même temps, effectivement, ça dans une course, ça peut dégommer. Hein. Et ils s'envoient des scuds, les enfants, et on s'en rend pas compte. On a été dégommés aussi, enfants, et ça fait partie du chemin. Mais il y a une manière de dire, peut-être que ça, c'est pas très sympa. Donc la prochaine fois, tu y penseras d'une manière différente. Et les garçons, comment ils sont dans la cour, et les machins, et les trucs. C'est fascinant. Moi, j'adore, du coup, ces espaces-là, quoi. Et donc, c'est du temps, et juste, c'est de la présence, et ça, c'est quoi ? Pourquoi on peut faire ça aujourd'hui ? Pourquoi on a ce temps de qualité ? Parce qu'il y a un business qu'on a développé et qui nous laisse ce temps libre dans nos journées, en fait. Toi, tu peux t'autoriser à rester le matin parce que t'es moins du matin et que moi, je vais l'emmener. Mais parce qu'en fait, j'ai créé un business et je suis pas contraint, comme des papas et des mamans, je les vois pas. Le matin, hop, on dépose l'enfant, on repart vite, j'ai un boulot. En fait, j'ai créé ces conditions qui sont du coup beaucoup plus faciles aujourd'hui en arrivant avec une enfant, même si c'est pas la mienne. Quelle joie d'avoir un business et de continuer dans se dire voilà pourquoi je fais ce que je fais. Voilà pourquoi j'ai cette liberté d'aider au mieux Violette et Eugénie parce que justement j'ai fait le taf et je continue à le faire pour que je crée cette sécurité au long terme parce que c'est du temps et de la présence dont on a besoin pour nous, pour la famille et pour nos enfants quoi. Si du coup vous voulez continuer à explorer ce sujet-là, notamment l'usage des smartphones et de la technologie dans la vie de nos enfants, il y a un super épisode du podcast de Jay Shetty qui concerne ça, qu'on mettra sûrement en commentaire. Je l'avais écouté l'année dernière, j'avais trouvé ça fascinant. Et c'est plutôt du point de vue des filles. Du coup, c'est intéressant, ça va venir compléter un petit peu la discussion qu'on avait aujourd'hui, en quoi l'usage d'un smartphone et certains comportements sur les médias sociaux peuvent entraîner nos filles entre elles dans une spirale de harcèlement et qui peut également mener à des crimes ou au suicide, comme ça se voit trop fréquemment aujourd'hui. On mettra ça dans les commentaires. Alors c'est en anglais, faut être confortable avec l'anglais. Mais... Et au pire, maintenant, il y a des sous-titres de plus en plus. Donc, vous pouvez avoir tous les sous-titres sur YouTube et tout. Maintenant, ça devient tellement facile avec l'IA d'avoir toutes les langues du monde. Et puis, voilà, pour terminer, observer encore comme on en parlait dans l'astro-coaching, du guerrière blessé au guerrier guéri et de lumière, quoi. Regardez encore toutes ces ombres et on en voit tous les jours. Moi, j'en vois tous les jours chez moi. Ces comportements, que ce soit autour de la sexualité, autour de couper la parole, de prendre la place, de taquiner, de tailler, d'embêter, de venir gratter, d'être dans le négatif. Regardez tous ces espaces où vous envahissez, où vous êtes envahi. Faites juste la liste déjà et regardez sans vous
juger. Vous êtes des merveilleux cadeaux de la vie. Tous ces espaces où ça manque de clarté et c'est pas aligné au cœur, c'est pas... Il y a vraiment de l'ombre à travailler, à transformer. Et déjà, ça fera un grand pas. Dites-le nous si vous avez envie en commentaire ou en privé sur Insta. Et faites le travail parce que ça va vous ouvrir tellement des portes incroyables, mais ça se fait sur le long terme. Et peut-être que vous verrez les fruits dans 5, 10 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, mettez de la conscience si ça a résonné et que vous êtes arrivé jusque-là. C'est pas pour rien. Clairement, c'est pas pour rien. Absolument. Donc la série Adolescence sur Netflix, au moment où on enregistre l'épisode, 4 épisodes de 1 heure chacun, ça se regarde rapidement. On vous conseille évidemment de l'avoir en anglais avec les sous-titres, parce que c'est ce qui va rester le plus proche du matériau original. Et vous nous dites ce que vous en avez pensé, ce que ça a fait résonner chez vous. Yes. Comment tu repars, Eugénie ? Écoute, ça va, je trouve que c'est un sujet difficile. J'avais peur de l'aborder, c'est peut-être l'épisode qui m'a fait le plus peur. Et tu vois, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on y est, et on pourrait continuer à en parler. C'est un sujet sans fin, avec la ligne est fine. Quand on parle de ce genre de choses, on peut tomber dans un extrême, tomber dans une caricature d'un côté ou de l'autre. C'est difficile de mettre des mots sur cette complexité qui est encore inexplorée, hein, cet univers de qu'est-ce qu'on fait entre les smartphones et les intelligences artificielles et nos enfants. Alors j'imagine que, je m'arrêterai là-dessus, j'imagine que l'invitation, comme je l'ai vu sur cet extrait Instagram, encore une fois qu'on a vu, c'est de se dire, de toute façon on est en train de changer de paradigme, et nos enfants vont vivre avec la technologie. Une technologie que nous, on n'a pas connue quand on était petits. Ça, c'est fini. Cette ère est terminée. Elle est terminée avec nous. Il n'y aura plus d'enfants ou d'adolescents dans le futur proche, en tout cas, à moins événement extraordinaire, qui naîtra sans un monde chargé de technologies que nous n'avions pas à l'époque. Ok, donc peut-être sortir de ce schéma de je grandis, je fais des études, je travaille, je pars à la retraite, et plus dans un schéma qu'est-ce que va ressembler notre rapport au travail, enfin en tout cas à quoi ça va ressembler pour nos enfants, et mettre la lumière sur leurs valeurs, sur ce qu'ils veulent apporter au monde, sur leurs compétences innées et acquises, pour qu'ils se construisent une vie qui leur ressemble dans un environnement saturé de technologie qu'on ne peut même pas envisager encore aujourd'hui. Donc les garder en lien avec la technologie, c'est primordial évidemment, parce que ça va participer énormément à leur vie adulte dans une proportion qu'on ne peut même pas considérer aujourd'hui, parce que nous n'avons pas connu ça et nous ne pouvons pas l'anticiper. Enfin, on est sur de la science-fiction là. Si on devait vraiment anticiper à quoi ressemblera le monde technologique dans 20 ans, hein. Ne pas les dissocier. On n'est pas en train de dire si Jamie n'avait pas eu d'ordinateur ou de smartphone, ou c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais juste mettre de la compréhension autour de l'usage de la technologie, sans les brimer, les réprimer, parce que ça fera de toute façon partie de leur vie d'adulte. Et que s'ils savent justement la maîtriser intelligemment à l'adolescence et autour des années de jeunes adultes, ils seront des adultes actifs qui sauront l'utiliser également pour le plus grand bien et l'intégrité de l'humanité. Vous voyez, l'enjeu commence déjà à la maison quand ils ont 10 ans et qu'on envisage peut-être de leur donner un smartphone. Et c'est super intéressant parce que je trouve que la vitesse de la technologie et cette puissance amplificatrice et exponentielle nous offre encore plus de responsabilités, comme le fait d'avoir des millions d'euros sur ton compte. Ça va être un amplificateur de finalement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans ta manière d'agir, dans ce que tu vas faire. Tu vas comme une grosse audience en fait, hein. On amplifie, donc ça demande d'être responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et d'y mettre de la lumière. Donc les smartphones pour vos enfants, ça va accélérer énormément votre manière de les éduquer en fait, et leurs problèmes, et tout va être amplifié. Donc comme c'est très amplificateur et très accélérateur, on n'a pas le choix que de devoir s'arrêter et prendre vraiment conscience de ça, sinon c'est chaud quoi. C'est comme une voiture qui va à très très grande vitesse, quand vous pilotez une Formule 1, la moindre erreur est fatale. Donc ça demande énormément de présence et de conscience. Et ils sont focus pendant 2 heures, 2 heures et demie, je sais plus combien ça dure un circuit de F1. Et c'est incroyable une course de F1. C'est incroyable à quel point ça demande une extrême présence.
dans ces moments-là. Et je trouve que la technologie avec nos enfants et nous-mêmes, et le fait d'être aussi de plus en plus porté sur les réseaux, de ce qu'on va dire, nos messages et tout, c'est pour ça qu'on met des disclaimers, on fait des trigger warnings, et de toute façon, en 1h40, on peut pas... c'est évident qu'on va pas tout résumer, qu'on peut sortir les paroles d'un contexte et que dans tous les cas, on a besoin de plusieurs épisodes et puis d'avancer, parce que nous, on est en cheminement, on en parle, on pense aussi à voix haute, on est là, on construit, on met des briques et puis on va les enlever, et puis on est en train d'essayer de voir comment nous, on navigue dans tout ça. Et donc, c'est normal qu'on fasse des erreurs et c'est ok. Et qu'on se corrigera, qu'on avancera, et puis tout va bien. Et puis vous allez en faire et accepter d'en faire. Et pour terminer, je trouve que c'est donc accélérateur et responsabilisant, et c'est un beau cadeau pour être au top, au mieux en tout cas, dans cette vie, pour évoluer spirituellement, et d'être un être humain hautement éveillé et ancré, mais également de passer aussi de j'envahis, je suis envahi, ça nous donne aussi de la souplesse et de l'autonomie à pouvoir naviguer entre le yin, le yang, le masculin, le féminin, les deux. Et c'est tout dépend de l'ambiance et du contexte, comme on en parle au tout démarrage, de comment vous allez utiliser ce curseur-là. Donc c'est chouette en fait de connaître aussi tout ça et de voir à quel point on n'est pas marqué yang et yin ou féminin, masculin. On est vraiment en train de se mélanger là aujourd'hui dans nos énergies. Donc à nous de savoir comment les utiliser au mieux, mais c'est une grande force aussi, parce qu'on s'adapte, parce qu'on ajuste. Et j'ai envie que nos enfants, moi, soient vraiment puissamment éduqués pour s'autonomiser, s'adapter, pour bouger et utiliser la technologie, utiliser le côté très humain, et puis l'émotionnel, et puis d'avoir des outils comme le PKS, et puis d'être vraiment dans le concret, de monter un business, de gérer l'énergie d'argent, mais d'être en lien avec leurs ancêtres et avec leurs parents, et d'avoir ces retraites où on voit des pères et des fils qui sont ensemble, de tout mélanger en fait. Et c'est ça qui est trop bien, et de composer d'une manière créative comme jamais l'humanité n'a eu l'occasion de le faire en fait. C'est incroyable, je trouve, ce qu'on vit actuellement. Moi, j'ai la foi que chaque génération est meilleure que la précédente. J'entends par là que chaque génération qui vient améliore quelque chose qui était une plaie dans le comportement de la précédente. Et j'ai la foi, et c'est mon système de croyance, donc vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais j'ai vraiment la foi que nos enfants vont comprendre quelque chose qui nous dépasse complètement aujourd'hui, au même titre que nous, on a compris quelque chose qui dépasse complètement nos parents. Par exemple, taper un enfant, ça ne se fait pas. Dans la réalité de nos parents, soyons vraiment honnêtes, pour la très grande majorité, mettre une fessée, même déculottée, moi je m'en souviens des fessées déculottées à la maternelle, c'était ok, hein. C'était ok, il n'y avait pas de problème. Vous en parlez 40 ans plus tard, il y a un souci, il y a un vrai souci. Vous voyez, moi je pense que les enfants, pareil, dans 40 ans, ils vont se retourner vers nous, ils vont faire les mecs, il y a un souci quand même. Mais on aura fait de notre mieux. On aura fait de notre mieux. Et on n'aurait pas pu présager ce qui va leur arriver dans 40 ans. Voilà. Mais effectivement, ce que je disais, Julien, j'y crois totalement dans mon système de croyance. Que si on les prépare à la souplesse, cette souplesse qui fait que, ils arrivent à naviguer entre les technologies, les utiliser éthiquement et se préparer aux changements et aux accélérations et aux amplifications. Si on les encourage à être effectivement juste souple et détendu autour du changement, autour de l'adaptation, autour des technologies. Il y a quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui, qu'ils sauront maîtriser à l'échelle de leur génération. Et ils vont rencontrer les extraterrestres en plus, donc ça rajoutera énormément. Oui, c'est eux qui vont gérer la rencontre avec les extraterrestres d'ailleurs. Nous, on aura peut-être une chance de la voir. On aura envie de déclencher la bombe atomique et c'est nos enfants qui vont dire non mais attendez, vous ne comprenez pas, vous êtes l'ancienne génération, nous on a compris un truc, on a développé ce système de communication, etc. Très bien, merci beaucoup, c'est un très chouette épisode. Et puis on se retrouve pour la prochaine, je ne sais pas quand, il y a de l'astro-coaching qui arrive, ça c'est le prochain épisode c'est sûr. Suivez-nous. Et puis, regardez sur les réseaux, toujours réveillé, Starter Premium, formation PKS, il reste une place, mais à cette heure-ci où vous allez le regarder, peut-être qu'elle sera déjà partie. Et puis, sinon, continuez, puis avancez, libérez et aimez-vous dans ces ombres, parce que vous restez des merveilleux cadeaux de la vie. Un dernier mot, Eugénie. Bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.